Plutôt que d'aller boire des cafés au Starbucks, j'allais dans les grands hôtels à Lausanne et je prenais mon écran de trading, j'ouvrais les graphiques comme ça et je traçais n'importe quoi. Et je me suis dit, les traders, ils ont tellement d'ego que je vais tomber sur un mec qui va me dire ce que tu fais, c'est de la merde. Ah, pas mal. Et c'est arrivé. C'est vrai. Ouais. Quelqu'un qui passe derrière et qui t'interpelle et Ouais, dit qui me dit, mais tu fais quoi là? faut acheter. Qui me dit, mais tu fais quoi? Là, pour moi, on parle trading. Et pour moi, le seul qui a raison en trading, c'est celui qui gagne. Aujourd'hui, tu es retail trader, tu travailles, on va dire, en fonds propres. Il est plus facile de travailler avec l'argent des gens, l'argent d'une boîte ou son propre argent? Son propre argent. C'est plus facile de travailler avec son propre argent. Ouais. Pourquoi? Bah, tu sais, t'as des comptes à rendre en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui grandissent avec les réseaux sociaux. Ils ont vu les crypto-monnaies, ils entendent ces méga success stories. Un ami à moi qui s'appelle Adrien, il y a 10 ans, il m'a dit crypto, j'y croyais pas du tout. Il est passé de 100 000 à. Ouais, c'est énorme. Tu as parlé que tu as fait une année avec un très gros gain, plus d'1 million. Cette année 2025, ouais. Comment ça se passe au niveau fiscal? Parce que les millionnaires quittent la France. Est-ce que tu prévois de quitter la France dans le contexte fiscal ici? Comment tu vois ça? Moi, je suis quelqu'un de très patriote. D'accord, je suis quelqu'un de patriote. Tu votes à droite? Bonjour tout le monde, bienvenue sur cet nouvel épisode de Money Talk. Aujourd'hui, je suis à Nice, je reçois quelqu'un qui n'est pas né avec une cuillère en argent en bouche, ni qui a eu un père banquier, ni une famille de traders. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas né sur les marchés, qui a décidé d'y survivre. Il s'appelle Marc-Antoine Xelos Trading, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais il est bon, il fait partie des francophones qui sont les meilleurs dans le domaine de la propre firme. Je vous ai ramené quelqu'un qui a des payouts, quelqu'un qui se fait payer et qui, bonus, on n'est pas à Dubaï. Marc-Antoine, bonjour. Salut Chris. Comment ça va? Eh ben écoute, ça roule. Tu vas bien, t'es très solaire, c'est très agréable. Je sens qu'on va passer un bon moment. On va passer un bon moment. Vraiment, aujourd'hui, on a été mis en contact par des gens de notre réseau qui nous ont dit que ça devrait être un podcast assez sympa. Et petite exception pour les auditeurs de Money Talk, c'est aussi l'une des premières fois où je vais laisser la personne m'interviewer, puisque aujourd'hui, vous me connaissez, vous savez que je suis ce qu'on appelle un retail trader, je suis parti de tout en bas. J'ai un peu le même profil en face de moi, mais je vais te laisser te présenter, parce que si je regarde mes notes ici, on a beaucoup de choses, il y a beaucoup de questions que je pourrais être amené à te poser, mais tout d'abord, moi, j'aime bien commencer les podcasts comme ça. Nom, prénom, âge, orientation sexuelle, pourquoi pas, si j'embête tout le monde avec ça. 2025, voilà. Et donc voilà, si tu peux te présenter d'abord pour commencer. Yes, bah moi je suis Marc-Antoine Devilliers, j'ai 42 ans, je suis marié, j'ai une femme, 2 enfants. Et je suis dans le trading depuis que j'ai 22 ans. Donc moi j'ai été au départ, j'ai suivi. Alors je suis pas, comme tu dis, d'une famille financière. Hein, j'ai des parents normaux qui m'ont donné plein d'amour, mais normaux. Et puis j'ai toujours voulu, quand j'étais jeune, donc j'ai 42 ans, j'ai été happé par le mot Golden Boy. Golden Boy, l'homme en or, je voulais faire quelque chose où il y avait de l'or autour. Voilà, ça a été j'ai démarré là-dedans, en tout cas dans cette chose, dans ce mindset-là. J'ai suivi moi des études, j'ai fait un bac S, j'ai fait la fac, donc chemin traditionnel, tu vois. T'es de Paris ou t'es de province? Moi là-bas, je suis de Paris, ouais. D'accord. Mes parents sont séparés quand j'avais 13 ans, je suis arrivé ici sur Nice, mais à la base, je suis de Paris. J'ai fait mes 2 premières années de fac à Nice, et ensuite il fallait un peu monter en compétences sur la partie, reconnaissance de l'université. Je suis allé à Paris, pour les gens qui connaissent, à Dauphine. J'ai fait mon master de finance à Dauphine. Derrière, je voulais, moi, une chose, être Golden Boy, donc être trader. Et j'ai eu la chance, au sortie de mon diplôme, d'être embauché à Amsterdam dans un fonds d'investissement où là, c'est là où ça a démarré pour moi le trading. Voilà. Quel type de fonds d'investissement? C'était du private equity? C'était un hedge fund? C'était c'était un hedge fund. C'était un fonds spéculatif exactement, où on était dedans. On était à peu près 30 traders. Il y avait 15 qui étaient sur du market making, donc ils priçaient les options et ils faisaient des stratégies d'arbitrage là-dessus. Et il y avait 15 autres traders qui étaient sur les fonds propres de la boîte. Donc on était vraiment des traders, ce qu'on appelait la propre firme. C'était vraiment du propre trading. Ouais, c'était du propre. Avant 2008 du coup. J'ai en 2008 exactement. En 2007 exactement. D'accord. Ouais. Et du coup, tu as fait ça pendant une année? Non, j'ai fait ça 2 ans. Alors, j'étais à Amsterdam. Donc, vous n'avez pas, sans te couper, vous n'avez pas eu l'interdiction, vous, sur les marchés européens, parce que je sais que ça avait été interdit après la crise de 2008, notamment pour les boîtes américaines. Ouais. Le prop trading, pour vous, c'était autorisé? Autorisé. On était sur les fonds propres de la boîte. D'accord. Alors, moi, de mon côté, j'étais juste derrière les ordinateurs. J'étais avec une team de traders de français donc c'était des sessions tous les ans. Donc, on était avec trois traders français, qui sommes partis à Amsterdam. Moi, j'ai fait 2 ans là-bas, mais classe. C'est vraiment là-bas où j'ai tout appris et où j'ai appris ce qu'on appelle le trading spéculatif, l'intraday, les carnets d'ordre, le scalping. Et c'est vraiment là-bas où j'ai tout appris. Voilà. Sur quel actif tu étais?
Alors au tout départ, j'étais sur ce qu'on appelle les bonds, les obligations allemandes, donc ça s'appelle le Bund et le Schatz. Et après sur les indices européens, j'ai démarré sur l'Eurostoxx et le DAX. Alors fait ces 5 actifs. Étant donné que tu as été un trader, on peut te qualifier comme trader institutionnel? Je sais pas, tu sais, les puristes, ils vont dire Instit, c'est quoi? C'est les grosses banques ou c'est les fonds? Tu vois, moi j'étais en fonds. Moi, je considère que Instit, on compte même les fonds parce que ce sont des acteurs. J'aimerais te tuer tout de suite une question. Parce que tu as un certain nombre d'années, tu as été, ce qu'on va dire, dans la vraie finance, tu as fait le diplôme, tu as travaillé dans un hedge fund, dans un fonds spéculatif. Est-ce qu'il est possible pour un retail, parti de nulle part, qui n'a pas fait des études dans ce domaine-là, d'être aussi performant que quelqu'un qui est dans un fonds? Quel est l'avantage qu'une personne a qui est dans un fonds par rapport à un retail aujourd'hui? Alors, tu vas me parler en compétences ou en argent? Commençons par les compétences. Ok. En compétences, moi, les choses que j'ai d'abord appris, c'est à la fac ou à l'école. D'accord? Donc d'abord, t'apprends un bagage technique qui, à 95% ne va pas te servir. D'accord? Ensuite, tu rentres dans une instit. Quand tu rentres en instit, malheureusement, tu dois rentrer dans des cases. C'est-à-dire que pour être juste reçu à un entretien, il te faut minimum un diplôme, un bac+5. D'accord? Donc en fait, t'as une barrière à l'entrée là-dessus, qui est est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est pas justifié. Bon, la sélectivité, malheureusement, c'est pas nous qui la faisons. On doit coller à ça. Et ensuite, tu rentres à l'intérieur. Ici, je pense que en tout cas, c'était à l'époque, t'imagines, c'était il y a quasi 20 ans. Il y avait un peu plus de place, je pense qu'aujourd'hui, à la méritocratie. Moi, j'avais des gens qui étaient pris. Il y en avait un qui était, par exemple, dans le fonds d'investissement dans lequel j'ai été recruté, qui avait pas spécialement de gros diplômes, mais qui était une bombe, sur les paris sportifs. Qui est ce qu'on appelle, qui layait bien les cotes, et en fait, qui faisait beaucoup d'arbitrage de cotes sur Betfair, donc qui est la plateforme numéro 1 en Angleterre. Et donc lui, il a été recruté par rapport à ça, par rapport à son sens de la logique, de la proba et tout ça. Et il avait été recruté dans la même team que nous alors qu'il n'avait pas de diplôme. Donc à l'époque, finalement, lui c'était monsieur tout le monde, et qui en fait a été dans un fonds. Aujourd'hui, je peux pas te dire si aujourd'hui les portes elles seraient aussi ouvertes par rapport à ce type de profil là, qui aujourd'hui on est un peu plus catégorisé. Si tu veux bosser en instit, tu dois sortir de Polytechnique. Aujourd'hui, il faut sortir des grandes écoles matheuses. Voilà, c'est surtout matheux aujourd'hui, tu vois. Avant l'affaire Kerviel, tu vois, parce que Kerviel, l'histoire de Kerviel, bon, les plus jeunes ne connaissent pas, mais moi de mon côté, c'était un profil universitaire, donc un peu mon profil à moi, qui travaillait sur les fonds propres de la boîte, et donc avant dans les banques. Donc on va pas parler fonds d'investissement, mais dans les banques, tu avais les profils ingé, les algos, et tu avais des desks propres où là-dessus tu avais plus des profils universitaires. Depuis ce qui s'est passé, je t'avoue qu'ils ont vachement fermé, en tout cas le propre dans les banques, et ils ont beaucoup d'algo, et donc c'est beaucoup moins ouvert en fait à nos profils à nous, et à monsieur et madame tout le monde en fait, tout simplement, tu vois. Donc je te dirais aujourd'hui, bosser en instit, c'est chaud pour n'importe quelle personne, non pas parce qu'il a pas la logique, c'est parce qu'en fait tout simplement tu rentrerais pas juste dans la case du prérequis initial en fait. Ok. Et en termes d'argent, la différence avec travailler en fonds spéculatifs, moi j'aime bien cette question. Aujourd'hui, tu es retail trader, tu travailles, on va dire, en fonds propres. Il est plus facile de travailler avec l'argent des gens, l'argent d'une boîte, ou son propre argent? Son propre argent. C'est plus facile de travailler avec Pourquoi? Tu sais, t'as des comptes à rendre en fait. Tu sais, le trading, t'es dans la prise, t'es dans ton histoire. C'est-à-dire, t'es dans de la prise à moins que tu sois dans un modèle algorithmique où là, tu vas suivre les décisions dans la boîte dans laquelle tu es, de l'algo, tout ça. Si à un moment donné, t'es un trader, ce qu'on va appeler discrétionnaire, c'est tes prises de décision qui te sont propres, d'accord? C'est ce qui sort de ta tête. Et donc, t'es toujours dans une prise de décision, dans un risk-reward, dans une prise de risque par rapport à une opportunité par rapport à une prise de risque, en fait. Donc ça, t'es déjà toi avec toi-même à essayer d'essayer de trouver les meilleures solutions, en tout cas le meilleur ratio, les meilleures prises de décision. Donc déjà, tu dois toi être en accord avec toi-même sur cela. Si derrière tu traites de l'argent autre et que tu dois ensuite justifier tout ça quand ça se passe mal, parce que quand ça se passe bien, tu laisses rarement à le justifier quand ça se passe mal, tu dois faire adhérer la personne à finalement ton modèle en fait, qui est tu vois le marché. Voilà, comment tu vois le marché à l'instant, tes prises de décision, tout ça. Et donc en fait, tu as une double pression qui est que ta pression à toi sur laquelle tu vas essayer d'exceller, et ensuite de devoir justifier quand ça se passe mal. Quand t'es que toi avec toi-même, finalement, t'as pas un rapport hiérarchique, parce qu'en fait, quand t'as un client, il y a toujours une histoire de rapport hiérarchique, hein. Même si
finalement, c'est toi qui lui fais gagner de l'oseille, mais c'est lui, en fait, finalement, qui peut couper les vies. Ouais. Oui, et il peut couper les vies du jour au lendemain. Donc, en fait, tu dois te justifier. Ouais. Moi, j'aime pas spécialement devoir me justifier sur quelque chose. Quelqu'un, il te fait confiance, t'es sur une prise de risque qui est calculée, tout est déjà établi à l'initial, tu fais le point à la fin de l'année, ton rendement, oui, non. Le truc, c'est quand tu bosses avec des clients, les clients, ils voient, c'est comme un cuisinier, ils voient la sauce qui est en train de se faire, et d'accord, et l'idée, c'est que le plat final à la fin doit être bon, mais eux, ce qu'ils aiment bien, c'est rentrer quand la sauce, elle est en train d'être faite. Et que tu dois, toi, justifier, tu vois. Voilà. Et c'est chiant, en fait. Donc, en fait, moi, aujourd'hui, je retournerai jamais avec du client. Parce que c'est trop chiant. Tu retournerais pas en institution? Non. Jamais de la vie. Alors, pour plusieurs raisons. Un, déjà, je gagne beaucoup plus ma vie en tant que client en tout cas, en trader avec les propres firmes. Deuxièmement, si les propres firmes n'existaient plus, je remettrais mon cash sur la table, le mien. D'accord? Okay. Parce que je vais pas me justifier et voilà, j'aurais juste un rapport à moi avec moi-même. Et les clients, même si on me propose des gros deals, vas-y, c'est trop relou. Ok, très bien. Non, mais c'est une bonne approche, Maintenant, encore une fois, avant que toi tu commences à me poser des questions, juste là, il y a 2-3 trucs qui me viennent en tête assez rapidement. Comme toi, tu viens d'un univers institutionnel, on va dire ça comme ça, à travers un hedge fund, on traite comment? Parce que tu connais aujourd'hui ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, on parle d'ICT, on parle d'ICMC, on parle d'Ishimoku, on parle de Bookmap, Footprint, tout machin en print. Elle est où la vérité? Est-ce que tu comprends la question que je te pose? Ouais. Elle est où la vérité dans tout ça? Qu'est-ce qui marche? Est-ce que tout fonctionne? Est-ce que c'est comme des outils, c'est comme une caisse à outils, un grand bazar, et puis je prends les outils que j'aime? Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce que toi tu as vu qui fonctionne? Et je dirais, dernière question, mais désolé pour cette longue question, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Alors, moi, je te ferai un comparatif. Je te dirais, comme dans les travaux, t'as les bricolos et t'as le vrai monde pro, en fait. Et pour moi, le trading, aujourd'hui, c'est ça. T'as beaucoup d'outils qui sont pour les bricolos. Et alors, c'est pas péjoratif parce que tu peux avoir des bons bricolos. C'est-à-dire que, moi, ce que j'ai appris en fonds d'investissement, j'ai appris, par exemple, les carnets d'ordre. Les carnets d'ordre, aujourd'hui, je l'enseigne. Je le fais d'abord et ensuite, je l'enseigne. Pour moi, c'est impossible de trader sans cet outil-là. D'accord? C'est quelque chose où tu vois tout à l'instant. Tout ce qui est un petit peu global, ICT, tout ça. Pour moi, ça fonctionne pas seul, en fait. C'est des choses, plus tu vas trouver de l'information sur Internet, gratuite, globale, plus en fait, c'est pas ces points de pertinence qui vont être utilisés. Moi, dans les fonds d'investissement dans lesquels j'étais, j'ai appris des choses qu'aujourd'hui, je vois nulle part sur Internet. Jusqu'à présent. 15 ans après. Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'enseigne, par exemple, je suis vraiment sur une spécialité scalping carnet d'ordre. Je l'ai pas sorti de ma tête, je l'ai appris, d'accord? Donc, on me l'a enseigné. Aujourd'hui, je vois que les gens découvrent par mon trading, parce que souvent, je fais des lives en direct, ils disent, putain, mais c'est quoi ce truc, ces carnets d'ordre? Et en fait, ça devrait être la base. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qu'on m'a enseigné et que tu retrouves pas en globalité pour les gens. Monsieur, madame, tout le monde, ils vont quoi? Trading, ils vont sur Internet, ils trouvent pas, ils vont trouver les moyennes mobiles, les machins, les trucs comme ça. Donc à la fin, tu as plein d'infos, tu vas faire ta sauce à l'intérieur et tu vas essayer de gagner à l'intérieur. Mais comment tu gagnes, comment les personnes vont gagner sur les marchés, c'est quand ils vont avoir quelque chose que les autres n'ont pas. Et les autres, forcément. Et donc les autres n'ont pas. Tu vas parler ICT. Tout le monde connaît l'ICT. Donc forcément, ça veut dire que l'ICT, c'est pas quelque chose qui va fonctionner. Tu vas devoir trouver quelque chose qui va être ta valeur ajoutée par rapport aux autres. Et donc, il faut être sur des outils. Et moi, c'est des outils qu'on m'a appris encore. C'est pas mes outils à moi, on me les a appris. Et sur un outil, tu dis, tiens, si 95% des personnes ne connaissent pas cet outil, peut-être que c'est quelque chose là où il y a la vérité à l'intérieur. Mais en ce moment, on n'arrête pas de voir beaucoup de personnes lancer des formations sur le carnet d'ordre, sur le footprint. Donc, je pourrais te dire aussi qu'on est en train d'ouvrir un peu l'éventail de tout ça et que demain, ça risque de ne pas être un edge sur le marché. Ouais. Alors, tu veux que je te dise une chose? Tu vois beaucoup les carnets. Moi, il y a 15 ans, je parlais des carnets d'ordre sur Internet dans des conférences, en fait. D'accord. J'ai été, moi et un ami à moi qui s'appelle Tarek à Crescendo, on a été les premiers. On a été les premiers à parler. Aujourd'hui, les gens qui parlent carnet, ils essaient de rentrer dans la mouvance, dans le trend. D'accord? Et moi, les gens qui sortent de salles de marché et qui ont vraiment parlé des carnets d'ordre, moi, je les connais. Et ceux qui arrivent après, pour moi, ils sont plus dans un côté opportuniste, mais en tout cas, ils n'ont jamais vu une salle de marché sur laquelle, en tout cas, moi, je connais, tu sais, on s'informe, on fait de la veille, tu vois, je fais de la veille sur le trading et je fais de la veille également. Un peu, ouais. Voilà, de la veille, voilà, tu essaies de savoir, j'essaie de m'inspirer de choses positives. Tu vois, vraiment, moi, je suis un bon trader, je suis moins bon dans le marketing. Pourtant, aujourd'hui, il faut être bon un petit peu partout. Donc, comme je sais que je suis moins bon là-dedans, qu'est-ce que je vais faire? Je sais que je suis pas bon, je vais m'inspirer de ceux qui sont bons sur le côté marketing pour ensuite m'imprégner, tu vois. Donc, ça s'appelle faire de la veille. Et donc, je vois un peu ceux qui essaient de surfer sur les tendances, tu sais, parce qu'en fait, la formation, le trading,
c'est pas un business. Le trading, c'est une vocation. Le trading, c'est quelque chose qui t'est propre. La formation, c'est un business. Ça, c'est un business. Et les gens veulent rentrer dans ce milieu du business de la formation. Et puis ensuite, ils vont se dire, bon, allez, je vais où? Qu'est-ce qui marche? Alors, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche en vente? Voilà, qu'est-ce qui marche? Donc là, est-ce que je vais vendre de l'ICT? Ouais, ICT, c'est bon, c'est fait, refait, machin. Il y a un truc à la mode, là. J'entends le mot scalping, carnet d'or. Tout ça. Bah, je vais aller un peu dedans. Puis je vais dire, je fais du trading. Tout le monde peut être trader au carnet d'or, en fait, hein. Tu ouvres un carnet, tu dis, je trade au carnet d'or, tu vois. Sauf que moi, il y a 15 ans, je parlais déjà de ça dans les conférences. J'étais avec André Malpel. C'est aussi, Je vois. j'étais dans ces... C'est le salon du trading. Salon du trading. Ouais. Je faisais déjà des conférences. Les gens, ils disent, bah, c'est quoi ce truc? Et en fait, moi, je connais ceux qui sortent vraiment des salles de marché et qui découvraient le carnet d'ordre et qui essaient de le faire apprendre au tout début de la vibe. Et donc, c'était pas une vibe, c'était vraiment, bah, tiens, je vous ouvre un peu les yeux sur ça. Voilà. Et aujourd'hui, je vois que ceux qui surfent un peu sur ça et qui ont pour moi, et ça, tu verras que moi, je suis sans langue de bois, d'accord, qui ont pour moi zéro légitimité. Voilà. Donc ça, c'est ce côté-là. Mais alors, attends, parce que je vais rebondir, parce que, en fait, ce qui est rigolo, c'est que, moi, je sais que, on essaie, nous, de notre côté, on sait qu'on fait quelque chose qui est bien au sein de Xelos. Les gens apprécient, mais on n'est pas trop sur les. Moi, je suis à l'ancienne, tu vois. J'ai jamais une souris sans fil. Je suis quelqu'un qui a besoin d'écrire, qui prend des notes sur des post-it. Je suis à l'ancienne, tu vois. Et donc, je suis pas du tout dans les trucs de création de réseaux, sur les réseaux, de contenu, tout ça. On essaie de développer parce que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. C'est le nerf de la guerre, tu vois. Et donc, comme tu dis, une personne nous a mis en relation. Et donc, au départ, moi, je te connaissais pas, tu vois, vraiment, parce que je connais sur les réseaux sociaux, je connais rien. Et parfois, on me donne des grands noms, j'y connais rien. Toi, dis-moi, juste pour me dire à moi, sur la partie trading, tiens, je vais te retourner. Tout à l'heure, tu m'as dit, bah tiens, nom, prénom, profession, un peu, bah fais-moi pareil, toi. T'es qui, toi? C'est bon, c'est ça, c'est un peu bizarre, ouais, sur sa propre chaîne. Donc moi, c'est Chris Dienda, 36 ans aujourd'hui, j'ai grandi dans le 93, à Aulnay-sous-Bois. Aujourd'hui, je suis devenu trader un peu par la force des choses. J'ai rencontré mon premier billet au trading. Je le dis tout le temps, c'est le marketing de réseau, mais en fait, j'ai une petite étape avant. J'ai un de mes camarades d'enfance, vraiment un frère pour moi, qui lui a fait une double licence éco-gestion à Paris-Dauphine. Et moi, comme j'ai un père qui a fait aussi économie à Assas, j'ai toujours vu l'économie de loin. Moi, quand j'avais 10 ans, mon père il nous mettait devant les élections politiques, là, les débats politiques de France 2, là, le mardi ou le dimanche. Là, on était assis, on regardait pas autre chose. Puis après, à la fin, on devait faire un rapport papier. Donc, on devait expliquer comment l'économie française marche, c'était quoi les propositions de la gauche, de la droite. Et en fait, si tu veux, quand lui commence sa licence éco-gestion, je lui demande, mais c'est quoi le trading? Lui, il me dit tout de suite, c'est ultra complexe, laisse tomber. Donc, moi aussi, je mets ça à la poubelle, je me dis, vas-y, ça marche pas. Je lance du marketing de réseau. Je pense que tu as remarqué que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup parler. Et donc, je me suis dit, moi, je vais me faire payer. J'avais vu une vidéo, c'était Cédric Anissette à l'époque. Je vais me faire payer pour parler. Donc, ouais, j'ai dit, je vais faire du marketing de réseau. Mais moi, j'avais déjà fait du marketing de réseau. J'avais fait ACN. Mais ça m'avait pas plu. Et je me suis dit, j'ai pas envie de vendre des crèmes. J'ai pas envie de vendre ça. Et puis, tu avais une société, je vais pas la citer. Tu avais une société qui était là, qui faisait des produits de trading. Mais moi, j'habite en Suisse. Et ce qui se passe, c'est que le marché suisse n'est pas comme le marché français. Passe-moi l'expression. Un Suisse, tu le fais pas avec une rente de 1000 balles par mois. Donc, je me suis dit, attends, moi, si je veux me développer sur la Suisse, je peux pas avoir la même attaque que les Français. Donc, on commence à je me dis, tiens, je vais me former. Donc, je commence à utiliser les outils qui sont donnés dans la formation de trading. En une semaine, je plie le truc et je dis, je vais pas gagner sur les marchés avec ça. C'est impossible que je gagne sur les marchés avec ça parce que me dire un stochastique, un RSI, il est en surachat, il est vend, j'achète sur les marchés. Je suis de profil ingénieur. Je suis diplômé ingénieur. J'adore le code, j'adore les maths. Donc, tout de suite, tu vas me donner un truc dans ma tête. Avant même de commencer à coder, tout de suite, je vais établir un modèle répétable dans ma tête. Et j'ai dit, mais attends, ce que tu me dis là, en 10 minutes, je vais te trouver 15 exemples où ton truc, il marche pas. Donc, je dis, ok, ça fonctionne pas. Comment je vais faire? Donc, en fait, je me retrouve à apprendre le trading alors que moi, je voulais pas apprendre le trading. Moi, je voulais juste être parlé pour payer. Je voulais faire des conférences et tout ça. Donc, je me mets à apprendre le trading. Je me rends compte qu'en fait, j'ai des facilités et je me rends compte que tout le bagage économique que mon père m'avait forcé à regarder la télé, à comprendre comment ça marche l'économie, le fonctionnement du PIB, des choses comme ça. Là, ça va te servir. Et en fait, je me rends compte que, alors que c'est pas des choses dans lesquelles moi j'ai développé, moi je t'ai dit, parle-moi de poutre, parle-moi de pivot, parle-moi d'intégrale, c'est des choses que j'adore. Et je me rends compte qu'en fait, ah, mais tiens, aujourd'hui, il y a les chiffres du chômage qui tombent, il y a NFP qui tombe. Je fais, ils s'amusent, c'était à 4-5 ans, ils mettent de l'argent, ils jouent au loto sur NFP. Je dis, vous êtes des manettes de faire NFP. Par contre, ce qu'on peut faire, on peut attendre qu'un NFP arrive, puis on regarde le chiffre, puis on en fait la traduction,
et on en fait la traduction sur le marché des indices et sur le marché des actions. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à m'orienter vers la fondamentale, parce que c'était ce que je comprenais. Et je vais avoir une autre approche. Je vais me dire que moi, à cette époque-là, j'avais pas beaucoup de fonds. Et j'ai dit, mais comment je vais me former? Je peux pas faire une école. En école, on est post-Covid, avant. Comment je vais faire pour me développer? Je dis, ok, je vais avoir une approche simple que j'avais fait dans l'imprimerie, parce que j'ai eu une boîte d'imprimerie. Et je me suis dit, tiens, mais moi, je vais chercher des traders. Comment je vais faire? Plutôt que d'aller boire des cafés au Starbucks, j'allais dans les grands hôtels à Lausanne. Et je prenais mon écran de trading, j'ouvrais les graphiques comme ça, et je traçais n'importe quoi. Je me suis dit, les traders, ils ont tellement d'ego que je vais tomber sur un mec qui va me dire, ce que tu fais, c'est de la merde. Ah, pas mal. Et c'est arrivé. C'est vrai. Ouais. Quelqu'un qui passe derrière et qui, d'un seul coup, t'interpelle et Ouais, te dit, bah, qui me dit, mais tu fais quoi, là? faut acheter. Qui me dit, mais tu fais quoi? Et en fait, quand il me raconte ça, je coupe l'histoire là. Après, je te la raconterai bien en off, parce que ça, c'est une partie c'est la première fois que je raconte ça. Et ce mec me forme. Il faut pas compliquer son trading. Moi, je suis le genre de personne, je suis un trader swing et un trader intraday. Donc, en fait, au début, j'ai commencé par le swing. Puis, en fait, dans le swing, après, je suis descendu à l'intraday. J'ai fait un petit tour dans le scalp. J'ai vu que c'était pas pour mon cerveau ni pour mes émotions. Donc, je suis repassé à une vision intraday du trading, mais où je donne énormément de place à la fondamentale. Pour moi, c'est-à-dire que je vais regarder les taux, je vais regarder les taux américains, je vais regarder les actions, je vais regarder la géopolitique, je vais voir comment l'argent se déplace. Pareil, comme je suis congolais de par mes parents, c'est un pays qui a beaucoup de matières premières, donc très naturellement, j'ai été orienté à regarder le marché des matières premières et à voir comment l'offre et la demande se passent dessus en marché direct et en marché indirect. Et donc, c'est tout cet amour-là qui va faire que je vais me spécialiser principalement sur les marchés américains qui, pour moi, dans ma vision du trading, pourquoi je ne fais pas de Forex, parenthèse, le Forex, je lutte contre deux économies. Quand je regarde euro, dollar, comme je suis un mec fonda, je trade l'euro. Donc, j'ai la BCE et j'ai l'économie européenne, puis j'ai l'économie américaine. Et puis, en fait, je me suis dit, mais c'est pas plus simple de juste regarder les Américains. Mais du coup, c'est comme ça que je me suis mis sur les taux. Et un des mecs qui m'a formé, c'était un ancien qui était à Londres, travaillait sur les bonds et sur les obligations américaines. Le gars, lui, il m'a vraiment au diapason, quoi. On regarde pas aux choses et c'est suffisant. Mais tout à l'heure, comme tu as dit que tu étais toi spécialisé surtout sur de l'intraday, quand tu vas faire du fondamental et du swing, l'idée c'est que de pas avoir d'horizon temporel. Donc en fait, tes positions souvent, parce que moi en fait, je suis l'inverse de toi, je fais du scalping. Ouais. Moi, il me faut des horizons de temps courts parce que moi je vais laisser de côté le fonda, je vais laisser de côté tout, je vais trader ce qu'on appelle la mécanique de marché. La mécanique du prix, oui. Voilà, la mécanique de prix. Et donc, que le marché monte, descende, je vais surtout ce qu'on appelle trader la volatilité. Toi, sur le côté swing, comment on arrive à faire du swing, mais en même temps à se borner sur le côté intraday? Parce que ça se trouve, tu vas avoir raison, mais dans 4 jours, si tu dois te borner à demain, à ce soir, la pause. Et exactement, parce que dans mon style de trading, j'ai un trading qui est intraday. Je ne laisse pas les positions la nuit passer. Notamment, je suis comme toi, je trade à partir de 15h30. La session du matin, ça m'intéresse pas. La session américaine, c'est celle qui m'intéresse le plus. Cependant, la fondamentale pour moi dans mon swing va m'apporter la tendance de fond, va m'apporter le contexte global dans lequel on est. Si je prends par exemple sur le gold que j'ai fait qu'acheter sur tout le début de l'année jusqu'à présent, la tendance et la géopolitique mondiale me donne un espace, me donne une direction. J'ai plus besoin de réfléchir, me donne une direction. Ok, on va monter. Et maintenant dans mes positions journalières, dans mes positions dans la semaine, intra-week j'appelle ça, je vais prendre que des achats. Je vais chercher un trading tendanciel. D'accord. Et donc, par contre, quand je donne des valeurs qui sont un peu arbitraires, mais tu vas comprendre, si je prends le mouvement du gold qui part de $3,000 à $4,000, dans mes positions, je vais prendre de $3,000 jusqu'à 3,500 ou $3,020. Puis je sors. Le lendemain, je reviens. On est à 3,020. Ok, je vais monter de 3,020 à 3,023. Je sors, je reviens. 3,000, après, je vais me faire avoir de temps en temps. On est à 23, le marché descend à 19, et j'ai pris mon stop, ou j'ai pris mes 2-3 stops, puis mercredi, on revient, et ainsi de suite. Et je vais monter avec le marché. Donc, c'est pour ça que je te parlais j'étais un trader swing, qui est descendu en intraday, où j'utilise le swing dans ma tendance de fond, mais dans mon exécution. Tu fais du scalp dans le sens de la tendance, en fait. Dans le sens de la tendance. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Je vais pas trader la vol. C'est des choses que je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Et puis, moi, j'aime bien pouvoir expliquer en français ce que je fais. Donc, comme je t'ai dit, quand je fais un trading tendanciel, je viens chercher des achats. C'est la seule chose qui va m'intéresser et je vais utiliser les points bas du marché
Alors, on sait jamais où est-ce que le marché est moins bas, mais avec une certaine lecture, avec une certaine habitude, tu as parlé de mécanique du prix. On voit des fois des choses qui savent se répéter ou des schémas un peu qui viennent ou des paramètres qui vont se mettre au vert. Et du coup, dans ce cas-là, on va rentrer et avec une sortie. Et après, c'est les maths, parce que je suis de profil matheux, c'est les maths qui font la différence. Ok, ouais, voilà, c'est clair. Alors, j'ai une série de petites questions pour toi. On va savoir un peu ce que toi tu penses. D'abord, ce qui est vrai, ce qui est faux de ton expérience de trading ou de ce que les gens ou de tes élèves ou de tes associés. D'accord? Première vérité, les traders gagnent leur vie en trouvant des setups parfaits. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. En fait, le trading est comme moi. Tu verras que si tu regardes les gens qui regardent les lives, 80% je suis dans des opérations perdantes, dans des trades un peu perdants, où après je me dépatouille du trade perdant pour transformer en gain. Ça veut dire qu'en fait le setup il est pas parfait. En fait, 80% du temps, je vais avoir un setup que moi je vais interpréter, que je vais prendre et qui est pas parfait. Après l'idée, c'est de savoir trader. Savoir trader, c'est quoi? C'est pas de tout de suite gagner, c'est d'arriver à te sortir de la panade quand tu es dans un trade compliqué. Et elle est la compétence, tu vois. Donc, c'est quoi que tu appelles un trade compliqué? un trade compliqué, c'est un trade qui va transformer gagnant, mais qui à l'instant, il est en train d'être perdre. En PNL négatif? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es un cuisinier, ouais, exactement. Si tu es en train de cuisiner, tu sais que ta sauce bolo, elle va être bonne. Mais là, à l'instant, t'as pas mis assez de cuillère de poivre ou de sel. Le feu, il est trop fort. Tout ça. Mais tu sais qu'à la fin, t'as une bolo, tu vois. Et en fait, c'est tout ce chemin pour arriver au résultat. Donc, en fait, le scalping, tu verras que moi, qui suis spécialiste en scalp, c'est du trading, de la gestion de positions perdantes. Tu verras que les positions gagnantes, elles arrivent au bout de 10 secondes. Et en fait, souvent, les positions longues, 1 heure, parfois ça m'arrive d'être en pause d'1 heure, c'est de la position longue, la position de perdante, position de perdante. Sauf que moi, où je suis fort à faire et à apprendre, c'est comment gérer les positions perdantes pour les transformer en gagnantes. C'est pas les couper et les perdre perdantes. C'est en fait ta sauce bolognaise pour que rajouter un peu de sel, de poivre, un peu d'huile d'olive, et à la fin, ça fait une... Pour rattraper ta sauce. Exactement. Alors, c'est parfait, ça me lance sur la deuxième question. Pour être rentable en trading, on peut avoir des ratios neutres. On peut risque-reward 1 pour 1. C'est vrai ou c'est faux? Et moi, j'ai des ratios, des risk-reward inversés, moi. Moi, c'est-à-dire qu'en fait, les gens pensent que... Oh, ça, j'adore. Alors là, on va s'enfoncer dans une brèche. J'adore ce que tu viens de dire. On n'est pas obligé d'avoir des risques-reward de 2 ou de 3 pour devenir rentable en trading? Mais c'est ce que pensent les gens, il faut faire l'inverse. Je veux te dire pour gagner en bourse, d'accord? Moi, aujourd'hui... 0,2, 0,3, 0... Regarde, je vais te dire un exemple. Moi, aujourd'hui, quand je vais gagner 100 balles, je mets peut-être 3000 sur la table. Je dis, putain, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Oui, là, 3000 pour gagner 100 balles? Ouais, à l'instant, tu pourrais dire, c'est fou. Ouais, mais si je fais 50 fois et que je gagne 49, non, c'est quoi ton win rate derrière? Donc voilà, il faut associer ton risk-reward, qu'on va appeler, par rapport à ton win rate. Et en fait, pourquoi les gens, tout à l'heure, tu me posais la question, pourquoi les gens, ils perdent? Parce que les gens lisent et essaient d'appliquer ce qu'ils voient sur Internet. Ah, il faut faire un risk-reward de 1 pour 1. Il faut prendre peu de risques pour gagner gros. Je mets 200 de stop pour gagner 1000. Alors moi, je vais te dire que pour gagner, il faut faire l'inverse. Il faut aller chercher 200 pour mettre 1000 sur la table. Tout est inversé. Le modèle, c'est quoi? Regarde, le modèle des assurances. Les assurances, c'est quoi leur modèle économique? Et pourtant, on dit souvent que les assurances, c'est ceux qui gagnent le plus. Ils doivent pas payer les gens. Non, ils encaissent les primes. Toi, ouais, les primes, ouais. Toi, t'es chez toi. T'as assurance habitation. Tu vas payer 100 balles d'assurance habitation. Eux, ils encaissent 100 balles. Multiplié par la fréquence des personnes. Et eux, quand ils perdent comment? Ils perdent gros. Ils payent le dégât des eaux. Ils vont payer 10 000 balles de dégâts des eaux. Et donc, je veux dire, putain, à chaque fois, quand ils ont un risk reward qui est comment? Bah, quand ils perdent 10 000. Et quand ils gagnent 100. Sauf que la fréquence des 100 compense largement ça. Et le modèle de scalping que je fais, c'est ça. Et en fait, les gens pensent que pour gagner, il faut mettre peu sur la table pour gagner gros. Et pour moi, l'inverse. Mais c'est qu'en scalping ou c'est valablement en intraday? En scalping. En scalping, tout à fait. Parce qu'en scalping, on va augmenter la fréquence des positions. Voilà. Tu prends combien de positions, peut-être? Moi, je peux avoir une vingtaine d'opérations par jour. Par jour? Ouais. Ah ouais, quand même, non? Ouais, facile, ouais. Ah ouais, une vingtaine d'opérations sur la session américaine uniquement? Sur la session américaine, je vais en prendre 10 et 15, tu vois. Et après, moi, tout à l'heure, tu disais, le matin, je trade parfois le matin, tu vois, okay. D'accord. En fait, ça dépend de la volatilité. Moi, je suis un trader de vol. S'il y a pas de vol, je trade pas, mais s'il y en a, je vais trader, tu vois. Et le mouvement de 8h, 9h, 10h sur le DAX, là. Bah là, c'est un mouvement de tendance. Moi, j'aime pas le mouvement de tendance. Moi, je vais non, moi, il me faut de la vol. Il me faut de la vol. Donc, tu vois, voilà. Mais il faut qu'on reste, mais il faut que ça. Voilà, exactement. D'accord. Exactement. Donc, les mouvements de vol, les mouvements de tendance, c'est pas mon kiff. D'accord. Okay. On est vraiment opposés. Hein. On est exactement. Vraiment opposé. On peut devenir rentable en trading juste avec des patterns, c'est vrai ou c'est faux? Alors, tu vois, c'est des termes, le pattern, qui est un truc graphique, chartiste. Moi, tu vois, le notion de pattern, je le connais.
Moi, je fais du scalping au carnet d'ordre. Il n'y a pas des patterns dans le cas, je connais pas le carnet d'ordre. Il n'y a pas des patterns dans le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre, c'est quelque chose que tu... Alors, tu vois 300 ordres en haut, 600 ordres en bas. Tous C'est ceux pas qui... du spoofing, je sais, mais... Et tous ceux qui vont te dire au carnet d'ordre, je trade, il y a un gros ordre, ça veut dire quelque chose, c'est les gens qui savent pas trader au carnet. Le carnet, il se lit pas comme ça, parce qu'on peut mettre un ordre, l'enlever. Un carnet, il se lit en dynamique, c'est un mouvement. C'est le sang qui coule dans tes veines et tu essaies de comprendre la vitesse du flux sanguin. Le carnet, c'est ça. Tous les gens qui vont te dire d'autres choses, que tu vas lire un carnet en statique, c'est par rapport à des chiffres, à un volume qui s'est passé, c'est pas comme ça. L'idée là, la notion de pattern graphique, moi je vais dire, le trading c'est du visuel, c'est des choses qui se passent à l'instant T et tu vas avoir des setups, des choses, voilà, des choses qui vont se répéter. Et si à un moment donné, je viens de voir quelque chose qui vient de se produire 2 fois de suite, de manière rapide, un mouvement de 5 points, eh ben peut-être que la troisième, il y a une probabilité de 80% qui se reproduise. Et ça, tu le vois au carnet d'ordre, ça, tu vois. Donc pour répondre à ta question pattern, disons que ça fait pas partie de mon lexique, moi. Ok. Les prop firmes vont disparaître d'ici 3 ans, où le modèle va évoluer. C'est vrai ou c'est faux? Je pense que c'est faux. Je pense qu'aujourd'hui, les prop firmes, c'est révolutionnaire et que ça va rester, et aujourd'hui que ça va encore plus rester. Je pense que ça va se faire racheter par les brokers, moi. Et que les brokers, chaque broker va avoir sa prop firme. Aujourd'hui, les gens qui viennent en prop firme ne vont plus chez les brokers. Et ceux qui aujourd'hui sont en danger, c'est les brokers parce que les gens ne veulent plus déposer l'argent chez le broker, ils vont chez la prop firme. Aujourd'hui, le modèle de la prop firme, c'est un modèle où tout le monde est content. C'est ça que c'est un fou. Et c'est pas juste win-win, c'est win-win-win. Le gagnant, il n'a pas besoin d'avoir beaucoup de cash qu'il devrait déposer chez le broker. Il arrive, grâce au levier, à la scalabilité des comptes, à gagner plus. Le gagnant, il est content. Le perdant, il perd moins que s'il allait chez le broker. D'accord? Donc, il est content finalement. Lui, il peut remettre dans la machine. Et la prop firme, elle est contente pour 2 choses. Parce que le modèle de la prop firme, c'est pas juste l'argent des perdants. Ça. Et c'est pas juste ça. Parce que déjà, ils prennent l'argent des perdants. Donc, un peu, ils ont le même modèle que les assurances. Ouais. Ils encaissent les 100 balles, les 50 balles pour payer nos gagnants. Donc, en fait, c'est le modèle des assurances. Est-ce qu'un jour, on a dit que les assurances, elles allaient disparaître? Elles ont jamais disparu. Les prop firmes, elles vont rester aussi. Sauf qu'à la fin, il va en rester des grosses, en fait. Et les brokers, ils vont pas se laisser marcher dessus comme ça. À un moment donné, ils vont dire, bon, allez, on va récupérer, on va acheter les IG machin. Ça va arriver. Ça va acheter les grosses prop firmes. Ils vont faire leur prop firme. Ils vont gagner de l'argent là-dessus. Mais où est-ce que les prop firmes, elles gagnent de l'oseille aussi? Les gens, ils comprennent pas. C'est dans le traitement de la data. Ils recueillent de la data, en fait, tu vois. Et cette data-là, ça a de la valeur, tu vois. Aujourd'hui, il y a des prop firmes qui vendent cette data, qui vont les vendre à des fonds d'investissement. D'accord. Comme Robinhood a fait avec les Sequoia, les machins, ouais, Citadel, tout à fait. Exactement. Et tu l'as dans. Et ça se vend des dizaines, des centaines de milliers d'euros. Donc, aujourd'hui, les prop firmes, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Allez, on va essayer potentiellement de la réguler. Bon, on va réguler, mais on est, aujourd'hui, la régulation, on va en faire un petit peu, forcément, comme tout, pour pas que ce soit le Far West. Pour moi, il va en rester une dizaine de grosses. Et puis, ça va continuer tranquillement, en fait. Donc, non, je pense que c'est un bel avenir devant soi. Et t'as jamais pensé à créer une prop firme ou toi, t'es un trader, tu veux juste... Moi, c'est le trading. Moi, c'est le trading. Ah, le business. trading. Oh, ouais. Moi, c'est le trading, et c'est apprendre aux gens à trader pour que quand je les revois 10 ans après, ils me disent, putain, regarde, lui, là, il est rentré dans ma life un jour et il a apporté quelque chose de positif dans ma life. Ok. Le trading peut te rendre libre, mais il peut aussi te détruire. C'est vrai ou c'est faux? Je pense que c'est vrai. C'est-à-dire que si le trading, tu le prends trop personnellement, il peut te détruire. Toi, il t'a déjà fait mal? Non. Le trading, il m'a jamais fait mal. Le trading, mes enfants vont me rendre triste, ma femme, ma famille, la maladie. Le trading, c'est comme si je te disais, est-ce que une activité, la musique, peut te détruire? En fait, si à un moment donné, t'en deviens extrême, l'extrémisme, il est pas bon. Quel que soit le champ d'activité. Donc, en fait, il faut voir le trading comme une compétence, comme une passion, comme ensuite une activité, mais prendre de la hauteur par rapport aux choses. Et si tu prends la hauteur par rapport à tout, là, c'est une philosophie de vie, dont je te parle. Normalement, cette chose-là n'est pas censée te détruire. Ok. Dernier vrai ou faux, les traders qui montent leur PNL sont les moins rentables. C'est vrai ou c'est faux? Alors, ça voudrait dire que je suis le moins rentable vu que je les monte tous les jours, mon PNL. Et que je pense que c'est faux. Je pense que je vais dire l'inverse. Quelqu'un qui monte pas son PNL, c'est quelqu'un déjà qui a rien à montrer. Ça, c'est le point numéro 1. On compte en pourcentage ou en PNL? Moi, j'ai un avis très tranché là-dessus. Alors, ça dépend si tu trades en cash perso ou en prop firme. En prop firme, tu vas pas parler en pourcentage. Parce qu'en fait, on est dans un modèle de risque qui est différent où on va augmenter la prise de risque. Donc, en fait, c'est normal qu'on gagne beaucoup plus en termes de rendement. Si tu parles en cash perso, là, oui. Parce qu'en cash perso, tu dois parler en pourcentage. Et encore, on le décline en 2.
c'est facile de montrer un pourcentage si tu mets 1000 balles et que t'as dit t'as fait 1000 et 1000, t'as fait 100% en fait. En fait, c'est pas vraiment révélateur parce que quand tu vas parler en pourcentage, il faut toujours dire quelle était la somme initiale. Voilà, parce que tu mets 500, tu fais 500, t'as fait 100%, on va dire ouais. Okay. T'as 10 millions, tu fais 1%, voilà. c'est donc, très bien aussi. Hein. Voilà, donc en fait, moi ce que j'aime, c'est de parler en montant, en nominal. T'as gagné combien? J'ai gagné 1000. T'as gagné 1000? Ah ouais, d'accord, 1000. T'as mis combien? 1000. Ah ok. J'ai gagné 1 million, j'ai gagné 10 000. Il faut parler en ce que t'as dans la poche. Oui, je suis complètement. Voilà. Les gens, souvent, je leur parle, ils me disent, tu gagnes combien? Je gagne 35 000. Attends, 35 000, c'est-à-dire? Je gagne 35 000 annuels. Ok. Mais, non, par mois, je gagne 3 500. En net ou en brut? En net. Ou bon, à la fin, il te reste combien dans ta poche? C'est ça, moi, que j'aime. On parle oseille. Combien dans ta poche pour dépenser au resto, pour payer tes trucs? Pour moi, quand t'es trader, formateur, quel qu'il soit, c'est comme à un moment donné, tu es acteur porno, on va te juger à quoi? D'accord? Perf. Hein, on va te juger à la perf. Et pourquoi on prend des acteurs porno? La plupart du temps, c'est pour la taille du braquemar. Donc, en trading, ton braquemar, c'est ton PNL. Donc, si tu le montres pas, c'est que derrière, t'as rien à montrer, c'est le point numéro 1. Et ensuite, en tradant tous les jours et en montrant, parce que c'est trop facile de montrer une capture d'écran. Non, il faut montrer comment tu fais ta sauce. Et quand tu montres, tu fais ta sauce, ce que je fais tous les jours, là, les gens disent, il montre exactement son résultat, mais il montre comment il fait son résultat. Et on montre que c'est pas de l'aléatoire ou n'importe quoi, mais comment c'est fait, en fait, tu vois. Ok, super, merci. Je t'en prie. C'est génial, j'adore. On a un peu parlé en off, tu m'as dit que t'as fait prof maintenant. Donc, ouais, j'ai fait un peu de prof. Ouais. Pourquoi les économistes sont des mauvais traders? Parce que dans l'économie de marché, sur les marchés boursiers, c'est pas aussi simple que de l'économie globale et générale, tu vois. Il existe beaucoup plus des acteurs du marché, des algos, qui font que on est beaucoup plus dans de l'effet mécanique, algorithmique, qui est pas relié juste à la globale macro. On dit souvent les économistes ce seraient des très mauvais traders. Voilà. Mais il y a qu'à voir, la plupart du temps, je cite pas de nom, mais on en connaît des francophones. Peut-être si tu suis un peu l'univers francophone, je vais dessiner vaguement. Je pense que l'auditoire va. Moi, je veux des noms. On veut des noms. Hein. Ok. Parlons de noms. Marc Toiti. Ouais. Si tu prends Marc Toiti, tu es sur sa chaîne YouTube, tu as l'impression que la France, elle va mourir tous les jours. Ouais. D'accord? Ouais. Si tu le suis, tous les jours, tu vas avoir peur, mais vraiment peur, pas peur sur les marchés. Tu vas avoir peur dans ta vie, hein. Et pourtant, c'est pas un trader. Alors, et il explique tout bien, mais c'est pas un trader. Et il se revendique pas trader. Il se revendique pas trader. Moi, je trouve que, tu vois, juste sur lui, Marc Toiti, moi, je le trouve très pédagogue. Je le trouve qu'il parle bien. Il est dans son truc. Tu vois que c'est sa vocation. Tu vois que l'économie il kiffe. Donc lui, il va parler et puis il a pas c'est pas un imposteur parce qu'en fait, il va te parler éco, macro, les jeux des vases communicants, l'inflation, la dette, nanani. Pour moi, il est fort. Et alors oui, Toiti, c'est vrai que, mais en même temps, il dépeint aujourd'hui pour moi la réalité. C'est-à-dire que souvent il parle de la France parce qu'il va aborder le côté franco-français. Mais aujourd'hui c'est galère la France là, tout ça. Donc aujourd'hui, il est juste en train de dire à tout le monde, faut arrêter de dormir. Regardez ce qui se passe. Ouais. Mais tu vois, tu dis Toiti, ça n'a jamais été un trader, mais il se revendique pas trader et il est dans son rôle. Mais je vais y venir. Le fait que on dépeigne autant l'économie qu'il soit aussi bon. Et pourtant, t'as parlé tout à l'heure de déconnexion entre la macro globale et le marché algorithmique. Du coup, ça sert à rien? Pour le trading, ça va te donner un peu une lame de fond. Tu vois, ça va te donner la lame de fond, ça, tu vois. Mais regarde, pour moi, si tu disais, ça sert à rien. Si, ça sert à comprendre le monde dans lequel on vit. Voilà. Ça, je suis d'accord. Partir. La vie, l'économie, dans le trading. Non, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que si on l'écoutait et qu'on écoutait les économistes, ça veut dire que ça fait 5 ans que ça va pas et donc les marchés devraient descendre. Et ça fait 5 ans qu'ils font des craquages de haut. Donc ça veut bien dire qu'il y a aucun lien de causalité entre la globale, la macro et en tout cas tout cet aspect généralisé de l'économie et les marchés boursiers. En fait, il faut prendre petits éléments. Tiens, pourquoi aujourd'hui les marchés sont hauts? Peut-être que les taux vont baisser, mais en même temps, il y a plein d'effets. Et sur les marchés, en fait, t'as tellement d'infos. Il y a toujours là une part de vérité quelque part. Tu vois, il y a toujours une part de vérité. Aujourd'hui, on pourrait se dire, normalement, les marchés devraient valoir 0. Tous les pays sont endettés. L'inflation, elle est élevée. Les taux d'intérêt sont remontés. Pourquoi on est en haut? Mais tu sais, toute chose égale par ailleurs, si je prends juste cet élément, voilà. Et en fait, l'économie, c'est un petit peu l'économiste. Je dirais, c'est un petit peu comme un avocat. Un avocat, il est autant capable de défendre l'accusé que celui que la victime. L'économiste, c'est facile de prendre une data et finalement de lui faire dire ce que tu as envie, tu vois. Ok.
Donc voilà, l'économiste est là, et bien, mais Donc faire un master de finance, ça sert à rien. ça te sert à Excepté pour pouvoir rentrer en banque, hein, mais Moi, je pense pas. Je pense que c'est bien parce que ça montre que tu es capable peut-être de traiter de l'info, d'aller vite, de travailler sous pression, des choses un peu comme ça, tu vois. Mais aujourd'hui, nous, par exemple, quand je forme des gens chez Xelos, t'as des mecs qui sortent du bâtiment, il y a des mecs qui ont rien, et puis tant mieux, parce que moins ils lancent. Tout à l'heure, t'as parlé d'un terme, t'as dit, souvent dans le trading, celui qui va réussir, je crois que t'as parlé du mot pureté, ou c'est celui qui a le moins d'infos, le moins de choses, en fait. Ouais, je synthétisais. En tout cas, d'aller dans quelque chose où t'as le moins d'infos, pour en fait être assez pur dans ton trading, en tout cas dans les éléments que tu vas sélectionner pour tes prises de décision. Et ceux qui en ont pas plein la tête, ils sont pas pollués en fait. On va leur apprendre quelque chose ou ils vont apprendre quelque chose, l'appliquer sans avoir cette pollution externe et extérieure en fait. Qu'est-ce que doit avoir un bon trader, un bon retail trader? Déjà, c'est quelqu'un qui doit être dans la vie. En fait, qui doit avoir ses valeurs de vie doivent être celles qui vont se retrouver dans son trading. Ses valeurs de vie doivent se retrouver dans son trading. Et inversement. Tu peux te développer? Mais tu sais, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on t'apprend? On t'apprend à être poli, on t'apprend l'humilité, à être humble, des choses comme ça. L'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est l'école, en fait, de la remise en question perpétuelle. Voilà, c'est ça. Et tu vas avoir des mecs qui vont être excellents, qui vont être dans l'excellence, qui vont être bons, intelligents, et qui vont en plus être dans l'humilité. C'est-à-dire que tous les jours, tu te reposes les questions de comment t'améliorer, devenir une meilleure personne. Mais en trading, ça va être pareil. Tu vas pouvoir être bon, excellent, mais ce qui va te faire que tu vas rester, durer, être bon, c'est te remettre en question tous les jours. Et se remettre en question, tu peux partir de zéro et tu te remets en question et tu vas progresser, évoluer en partant de rien. Et l'humilité, donc ça c'est une des valeurs par exemple. Donc après on va dans l'humilité, on enlève le côté égo. Faut pas avoir d'égo aussi, tu vois. En fait aujourd'hui l'école de la vie c'est quoi? Toi tu le sais. Aujourd'hui comment on arrive? Je vais pas dire forcément tout en haut, mais comment on franchit les étapes? Comment on monte les barreaux de l'échelle? Parfois on en descend. Ouais. Et donc on a des échecs. Et les échecs, c'est comment tu les affrontes. Tu les affrontes non pas en chialant, en regardant qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. Voilà, pas en étant fataliste. Qu'est-ce que j'aurais dû changer pour que l'action ne se passe pas ainsi. Ça, c'est l'école de la vie. Et ça, si tu le remets dans le trading, en fait, à un moment donné, quand tu vas te prendre une défaite, une perte, un stop loss, une journée perdante, quel qu'il soit. Là, il y a deux façons de réagir. Soit d'un seul coup, tu as l'ego qui rentre, et puis d'un seul coup, où ça te fait faire des effets derrière, de traits de revanche, de choses, n'importe quoi. Ou d'un seul coup, comme dans la vie, à un moment donné, tu dis, bon, qu'est-ce que j'ai mal fait? Déjà, j'arrête. Mais qu'est-ce que j'ai mal fait qu'aurait pu être meilleur pour que demain, j'en devienne et que finalement, j'encaisse la leçon de ce qui s'est passé. Et donc, tout à l'heure, je te parlais, la vie, ce que tu es dans la vie, t'as pas besoin aujourd'hui, les gens qui sont montés tout en haut, sont pas forcément ceux qui avaient beaucoup d'argent au départ, d'accord? C'est ceux qui ont en fait accepté de franchir les échelons au fur et à mesure. Et je pense qu'en trading, c'est pareil. T'as pas besoin au départ d'avoir une grande masse. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui te dire, j'avance comme dans la vie et je vais avoir des gadins, je vais avoir des échecs. Et l'échec, je le prends bien pour en fait continuer et avancer, tu vois. Est-ce qu'il faut être pressé aujourd'hui? Encore une fois, tu as parlé des réseaux sociaux. Là, je vais te parler de ce que moi je vois, d'accord? Tout le monde aujourd'hui veut se lancer dans le trading parce que le trading c'est beau. Toi t'as parlé de ta génération Golden Boy. Je pense que t'as dû grandir avec certains films américains. Aujourd'hui c'est pas les films, c'est les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui grandissent avec les réseaux sociaux. Ça fait 4 ans, 5 ans ou 10 ans. Ils ont vu les crypto-monnaies, ils entendent ces méga success stories, cet enrichissement rapide qu'on voit à travers le trading. Comment ça, aujourd'hui, toi tu le ressens dans l'envie des gens qui ont envie de devenir trader? Alors, là, je vais te répondre sur 2 points par rapport à ça. L'envie des gens, pour te répondre à ça, qui ont envie de devenir trader, moi, je trouve que c'est génial. En fait, aujourd'hui, j'aime bien ces personnes-là parce qu'elles veulent sortir un petit peu du cadre qu'on essaie de nous imposer en France, de rentrer dans des cases. Le salariat, le crédit à la banque, la pression qui fait que va au taf, parce que si tu es plus au taf, tu pourras plus rembourser ton crédit, on va te prendre ta maison. Ça, c'est le schéma traditionnel. On essaie de nous croire que c'est celui-ci, en fait. Ceux qui veulent faire du trading, alors ils le font par passion et vocation aussi, mais il y a aussi ceux qui veulent sortir du carcan, celui-ci, et de se dire, putain, je bosse pour moi. J'essaie de faire quelque chose pour moi et mon argent, je vais le faire par moi-même. Ça, j'apprécie ça. Et pourquoi? En fait, c'est aujourd'hui, on parle de notion on est dans un monde, en fait, très terre à terre, très compliqué, où, en fait, on laisse beaucoup moins la place à des notions comme le rêve. Et les gens qui veulent aller sur le trading, souvent, c'est aussi pour atteindre une certaine ambition et un certain rêve, cette plus liberté que j'aimerais m'offrir. Tu vois. La
liberté j'aimerais m'offrir pour moi, pour ma famille, voilà, pour avoir une belle vie, tu vois. Et la liberté financière, c'est pas gagner 1 million. La liberté, quelqu'un peut être libre financièrement en gagnant 3 000 balles par mois, d'accord? La liberté, c'est de se dire, je bosse pour moi, je gère mon temps, je gère mon activité, je gère ma famille, et c'est moi qui gère. Il y a personne à qui je dois rendre compte, tu vois. Ouais. Donc ça j'aime. Parce que le maximum de personnes se disent, bah, par quel chemin? Et le trading est une possibilité. Ouais. Aujourd'hui, il y a une autre chose. Et l'autre, elle me fait vomir. C'est les gens qui ont compris l'ambition, l'attente, parfois la détresse de ces personnes-là, et de se disent, je vais en faire un business de ça. Et qui, confrontent l'offre et la demande. Ils voient qu'il y a une demande. Parce qu'on doit leur en vouloir, c'est les hommes d'affaires. Après, à un moment donné, tais-toi avec toi-même, et le soir, et le matin, quand tu te réveilles, tu te regardes devant une glace. C'est pas éthique. Voilà. Il y a une notion de moralité et une notion d'éthique. Il y a une notion d'imposteur. Quand tu te mets en face de l'offre et de la demande et que tu prends ça comme du business, t'es pas en train d'acheter un pot de yaourt ou en tout cas où la personne va le consommer, c'est plus bon et terminé. T'es en train de jouer sur des valeurs humaines, sur une ambition, une détresse potentielle ou une attente d'une personne. Et là, tu es en train de jouer avec quelqu'un et l'attente de quelqu'un. Et là, tu dois maintenant, l'offre et la demande, tu dois dire, est-ce que je suis légitime pour ces personnes-là? D'accord? Et ce qui me fait vomir, c'est des gens qui vont arriver sur finalement ce marché-là, sur ce business-là, comprendre finalement la mécanique, comment ça se passe, comprendre la demande et se mettre en face dans l'offre en n'étant pas légitime, en n'étant pas crédible. Et dans ce métier-là, je reviens, moi je suis très très direct en trading. La seule légitimité et crédibilité en trading, d'abord, c'est de gagner. Moi aujourd'hui, pourquoi je suis légitime et je suis crédible? Parce que je gagne de l'oseille. Donc ça c'est la première. Après, combien? Cette année, j'ai gagné, je travaille avec les profs firmes. J'ai gagné plus d'1 million d'euros juste avec les profs firmes. 1 million d'euros avec les profs. 1 200 000 euros avec les profs firmes, net. D'accord? Je suis numéro 1 français sur 2026 avec les profs firmes. Donc ouais, je suis légitime. Ouais, je suis crédible et il n'y a plus de syndrome de l'imposteur. Et moi, les personnes qui viennent, donc tout à l'heure, qui étaient en face, là, quand elles viennent, elles savent qu'elles sont au bon endroit parce qu'elles sont d'abord avec quelqu'un qui sait l'appliquer à soi-même. Et après, il y a la deuxième qualité, c'est de savoir transmettre. Le savoir. Tout le monde n'est pas bon pour ça. Exactement, c'est une deuxième qualité. Tu sais, la question qui m'est demandée, du ouais, alors tu gagnes, vas-y, ça. J'allais venir. Voilà, tu gagnes vraiment pas. Bon, moi je traite devant tous les jours devant les gens. D'accord? Donc en fait, il y a rien qui est planqué et tous les jours, je montre mes résultats en direct. Donc il y a pas de Photoshop et de machin, il y a pas de copy trading. Ça c'est le point numéro 1. Et le point numéro 2, c'est que en fait, l'idée quand tu es trader, donc je parlais, et ensuite dans la pédagogie, c'est de savoir transmettre ça. Les gens me disent, si tu gagnes autant, pourquoi tu formes? Pourquoi tu fais? Ouais, j'allais venir, question qui fâche, parce que j'ai reçu plusieurs mecs qui sont bons dans leur trading et on leur dit, pourquoi j'allais te dire, parce que je connais tes chiffres, quand même, je vais pas faire semblant, je connais tes chiffres, mais pourquoi, si tu fais 1,2 million, pourquoi tu fais de la formation? Il y a 2 raisons à ça. Il y a 2 raisons. Moi, je suis quelqu'un assez casanier. Déjà, casanier, c'est-à-dire que si tu me laisses tout seul, le week-end, je suis devant ma télé, j'aime bien regarder le foot. Tu me mets un week-end complet, je regarde le foot. Quelle équipe? Paris. Je vais en Paris. J'étais bercé au son du Parc des Princes. Donc, bon, il y a ça, c'est ce côté-là. Le deuxième, c'est que, si j'avais pas d'environnement, d'échange avec les gens, je serais très, très casanier. Deuxièmement, aujourd'hui, moi, je suis associé dans mon école. L'école, c'est un actif que tu montes, en fait. L'école aujourd'hui fonctionne très bien parce que les gens comprennent un peu ce qu'on propose, mais c'est comme un bien immobilier que tu valorises et qui ensuite peut-être dans 5 ans qui a une grosse valorisation et qui ensuite potentiellement tu fais un exit ou tu te fais reprendre par un groupe éducatif. D'accord? Aujourd'hui l'école moi me rapporte 0 balles. Tout l'argent qu'on gagne dans l'école, c'est dans l'école et on développe. On a démarré dans 60 mètres carrés à deux personnes. Aujourd'hui on est 25 personnes dans Xelos, 500 mètres carrés à Nice. Donc en fait ton bien immobilier, tu lui fais des travaux, tu lui fais prendre de la valeur. La deuxième chose, quand moi j'ai été formé à Amsterdam, donc j'ai été formé et j'ai eu un mentor là-bas. Un mentor, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui, quand j'avais mes 22 ans, m'a montré ses carnets d'ordre et ses écrans. Si lui, il m'avait pas transmis, montré les choses, j'aurais jamais été au niveau que j'ai. Et je me dis, pourquoi il m'a montré alors que lui, à ce moment-là, c'était la star du fond dans lequel j'étais et pourquoi il aurait pas gardé pour lui? Parce qu'à un moment donné dans la vie, tu as une question d'oseille, et moi je suis quelqu'un d'oseille. Voilà, moi je veux gagner le maximum, et toujours, moi je suis quelqu'un qui suis très moral et très éthique, donc dans l'éthique. Mais deuxièmement, je veux le transmettre, parce qu'aujourd'hui, à tes enfants, tu vas leur transmettre des choses, et c'est la transmission des compétences qui fait que le monde devient meilleur. Alors,
chacun à son niveau, tu vois. Je suis pas là pour révolutionner le monde, tu vois. Moi, je suis là pour qu'à la fin, les gens parlent de moi en bien. Ils disent, lui, il m'a amené quelque chose dans ma vie. Et quand tu regardes les histoires il se passe chez Xelos, quand tu as des personnes qui quittent leur taf et qui disent, putain, j'ai gagné 50 000 sur l'année et j'ai changé de vie, ça, l'argent me l'apporte pas. Ces belles histoires de tout à chacun, c'est quelque chose qui, en fait, te rendent bon, te rendent meilleur, mais surtout qui alimente non pas ton ego, non pas qui te flatte. C'est quelque chose qui te fait du bien en disant, t'as amené dans la vie de certaines personnes quelque chose de positif. Et moi, je crois beaucoup aux énergies positives, tout comme aux énergies négatives. T'amènes le mal, il va t'arriver du mal. T'amènes le positif, il va t'amener du positif. Et en fait, moi, je me rends compte que j'ai une vie, je suis quelqu'un d'extrêmement heureux aujourd'hui, avec mes failles également, parce que j'ai aussi des failles. Mais en tout cas, le principal, c'est quoi? C'est que moi, quand je me lève devant la glace, 1, c'est mon trading, je veux gagner. Et 2, je me dis, il y en a qui gagnent grâce à ce qu'on enseigne. Et je suis une personne bien. J'ai un autre jeu que j'appelle « Fini la phrase ». C'est un peu pour détendre l'atmosphère. Un trader rentable, c'est quelqu'un qui... gagne tout simplement de l'argent. Simple, direct. Le trading, la vie, ça doit être direct, tranchant comme une lame de rasoir. T'es rentable, tu gagnes de l'oseille, point. Ok. Peu importe comment, peu importe le niveau de risque, peu importe le Sharpe ratio, peu importe le risk of ruin, peu importe si tu as risqué 80% du drawdown du compte. Tu gagnes, c'est tout. D'accord? Tu gagnes. Après, c'est toi, avec toi-même, sur ta prise de risque. Si t'as osé la faire, la prise de risque, c'est que c'est toi qui les as mis sur la table. Et tu l'as fait, bravo à toi, c'est tout. C'est du résultat, point barre. 2. Si je devais recommencer le trading... Je changerais rien. Tu changerais rien. Passerais par toutes les étapes qui t'ont construit. Je passerai exactement par toutes les étapes. Aujourd'hui, si je suis devenu une personne meilleure, et en tout cas, j'essaie tous les jours de devenir le meilleur de moi-même, c'est parce que j'ai eu des échecs. C'est parce que je suis tombé. C'est parce que j'étais en haut et que j'étais en bas et que je suis remonté. Donc, je changerai rien. Ça fait partie de ma vie. Je suis fier. J'ai fait des erreurs. J'ai fait des choses moins bien, des choses très bien. Aujourd'hui, on en devient une meilleure personne en regardant derrière et en se disant, je changerai rien finalement. 3e phrase. Le marché, c'est... dur. Le marché, c'est dur. Le marché, c'est dur. C'est pas facile. C'est simple. Est-ce que c'est simple, mais difficile? Je veux dire, comprendre le marché, c'est pas dur. Après, dans l'exécution, c'est difficile. Je te dirais, si je te posais la question, je te disais, l'amour, c'est quoi? Tu me dirais... Je te dirais, c'est simple, mais c'est difficile dans le day-to-day, dans le jour, comprendre les autres. Mais le principe est simple. Et ouais, tu vois, je dirais, l'amour, c'est beau, c'est dur. C'est des hauts, c'est des bas. C'est vivre, c'est des sensations. Et je te dirais, le marché, c'est pareil. Le marché, c'est comme l'amour, c'est toutes ces émotions qui en fait que c'est quelque chose qui est unique. Si tu veux perdre de l'argent rapidement, va sur la crypto. Je t'ai dit ça parce qu'en fait, la dernière fois, je crois que c'était là quand il y a eu l'histoire de Trump. Ouais. Je crois que octobre, moi je connais 40% à peu près. Voilà, 40, ceux qui sont en levier 2,5, ils sautent tout. Donc la plus grande perte de l'histoire. En 1 heure. Donc voilà, si tu veux perdre vite, tu vas sur la crypto. Ok. Et toi, t'es sur quoi? Donc t'es sur les petits bons aujourd'hui? Je vais être sur les indices. Je vais être sur des actifs financiers qui vont bouger, dans lesquels je vais très chercher de la volatilité, mais où il y a une volatilité qui va être maîtrisée et contrôlée en fait. Je vais pas chercher des sous-jacents qui peuvent bouger de plus que 5%, tu vois. Voilà. Okay. Tu vois, c'est l'idée, c'est d'apprendre aux gens une constance, une régularité, et donc de pas être sur des actifs qui vont être trop volatiles. Sur des actifs comme la crypto très volatile, je conseillerais de mettre des petits billets et en disant je suis prêt à le perdre, tu vois, ouais. et si ça faire le gros coup, voilà, tu vois. Ok, dernière phrase. La discipline, c'est la clé dans la vie d'abord et ensuite en trading. D'accord, pas l'inverse. Il y a des gens qui sont... Moi, je suis mieux discipliné dans mon travail que dans la vie. Alors l'inverse, pour moi, ça va ensemble. Après, la discipline, tu sais, la discipline de vie, qu'est-ce que t'enseignes à tes enfants? La discipline. Ouais. Tu peux avoir une notion de flexibilité dans ta discipline, tu vois, mais tu peux pas avoir un bureau super bien rangé au travail et te dire que chez toi c'est le bordel et que toutes tes affaires elles sont par terre. Ouais. Pour moi ça va ensemble en fait, tu vois. Donc après il faut pas être extrême, je parle de notion d'extrémisme, d'être carré, d'être machin. Il y a toujours une notion de tolérance, une notion de zone grise, une notion de flexibilité. Mais pour moi la discipline, tu dois d'abord avoir une discipline de vie pour ensuite te l'appliquer à toi-même dans le travail en fait, tu vois. La discipline de vie c'est quoi? Pas d'alcool, pas de cigarette, pas d'alcool tous les jours par exemple, mais te donner une zone de flexibilité. Quand à un moment donné, t'as envie de kiffer, tu te prends un petit verre, tu vois. Ouais. En fait, il faut pas être extrême.
Faut pas être extrême dans les deux cas de figure, tu vois. Ouais. Et voilà, quelqu'un qui à un moment donné se fait un régime, tout ça, et puis dit bah allez, la discipline, ça part par la discipline, l'hygiène de vie et comment je mange. Ouais, mais après t'en oublies la nature première de la vie, qui est le grand V, c'est de prendre du plaisir. Et on prend souvent dans les plaisirs, tu te rends compte que les choses qui font plaisir, c'est souvent les choses ou qui font grossir ou qui sont pas bonnes. Donc tout doit rester mesuré en fait. Et donc rigueur, flexibilité dans les choses que tu fais, et puis s'autoriser des choses tout simplement. Tout à l'heure on parlait je sais pas si c'était en off ou pas, on parlait de la notion d'humilité. Oui, l'humilité. D'humilité, d'arrogance, tout ça. Et tu me dis, bah, quelqu'un finalement qui est arrogant, c'est peut-être bien aussi, tu vois. Je te disais, moi, en tout cas, c'est ma définition, c'est mon avis. En fait, arrogant, c'est regarder les gens de haut. Il y a deux personnes, tu peux être excellent dans ce que tu fais et être humble ou arrogant. Pourtant, les deux sont excellents. Moi, j'ai confiance en moi. J'ai confiance dans mon trading et c'est pas juste des chimères, c'est en fait mes résultats montrent que je ne peux qu'avoir confiance là-dedans. Donc aujourd'hui, moi, je suis sans filet, mes gains, c'est mon trading. Je gagne. Alors, je trade avec les profs firmes. Tous les mois, je gagne, je sais pas, peut-être entre 30 et 150 000 euros. Tu prends quelle taille de compte j'en profite pour dire ça parce que tu es bon dans ce que je dis. La personne qui nous a mis en relation, a beaucoup parlé, beaucoup vanté tes mérites. Mais je vais le dire autrement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans les propres firmes, qui prennent des petits comptes, qui prennent des gros comptes, tout et n'importe quoi, qui montent à des niveaux de financement. Mais un retail, quelqu'un qui commence, il doit faire quoi? Quand toi, tu me parles que tu as pris 1 million, que tu prends entre 30 000 et 150 000, mais en fait, tu es financé à hauteur de combien là? En fait, moi, j'explique déjà aux gens qu'il faut avoir plusieurs propres firmes. Il faut diversifier tes propres firmes pour diversifier tes sources de revenus, déjà. Si tu as un problème avec Apex, tout ça, que t'es pas juste dépendant d'une, mais tu en as minimum 3. Diversifier ton trading. Parce que moi, par exemple, je fais du scalping. C'est comme un peu dans des mains de poker. Je sais jouer les As, comme je sais jouer As-7, comme j'aime bien jouer 10 valets. Ouais. Si j'ai qu'une propre firme, les 10 valets, peut-être que je vais pas les jouer parce que c'est ma seule partie. Si je joue 4 parties en même temps, celle-là, je vais jouer 10 valets, celle-là, je vais les As. Tu traites sur les 4 en même temps avec des robots? Non, tout à la main. Tout à la main. Ah ouais, moi c'est tout à la main. Moi, je suis à l'ancienne, moi. Ouais, je suis à l'ancienne. Et pour chaque propre firme, comme tu dis, tu vas adapter ton style de trading. Ouais, c'est ça. Alors, je vais souvent, les gens le voient sur mes lives. J'ai souvent mon compte principal qui est mon compte lièvre. C'est celui sur lequel je joue toutes les mains de poker. Tout celui qui rentre dans ma mythologie. Tout ça. Là, je rentre. C'est celui que j'envoie au front. Okay. Et derrière, en fonction de celui-là, qui va être un petit peu mon barycentre et se balader, là ensuite, je vais attaquer mes autres propres firmes en fonction de celui-ci, en fait. Donc, en fait, je diversifie mes sources de revenus. Par exemple, quand je te dis, tu vois, le mois dernier, je fais 50 000. Je fais 50 000, je fais 12 000 chez Lucide. Lucide, je la tradais pas il y a 4 mois. Je réfléchis, je regarde toujours quelles sont les nouvelles propres firmes. Parce que si, par exemple, j'ai gagné 700 000 chez Apex m'a ban. Pourquoi? Parce que j'ai gagné. T'as trop gagné. Voilà, c'est un business model, ils n'ont pas donné leur argent. Bon, je leur ai pris 700 quand même. Je leur ai pris 700 000 quand même. Et imagine, je serais des monos Apex, je serais dépendant, je serais en train de dire. MFF, c'est ce qui m'est arrivé. Voilà. Donc moi, tu vois, t'aurais dû bien sûr le quoi. Diversification des propres firmes. Avant la technicité, ne pas être dépendant mentalement et psychiquement que d'une propre firme. Tes sources de revenus, après, quand je gagne 50 000, c'est pas je gagne 50 000 sur une, j'ai gagné 10, 12, j'ai pris 12 chez Topstep. Tiens, ce mois-ci, j'étais nul, j'ai pris 0 chez Bluenox, j'ai pris 12 chez TPT, et à la fin, ça fait ça. Okay. Donc, c'est ça. Et les tailles de compte, moi, alors, ça, c'est mon titre perso. Moi, j'aime bien les comptes où t'as de la profondeur en stop. Donc, j'aime bien, par exemple, chez Topstep, les 150. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de profondeur, de drawdown, parce que j'aime aller aller chercher. Je te laisse continuer. Ouais, non, c'est ça. Moi, j'aime ça. Après, tu vois, par exemple, au sein de Xelos, on a une équipe de 6 traders. Il y en a un autre qui s'appelle Grégory sur le scalping, qui aime bien les petits comptes. Parce que les petits comptes, c'est ceux où tu vas chercher le plus rapidement les payouts aussi, tu vois. Alors que les gros comptes, t'as plus de profondeur, mais en même temps, tu dois aller gagner plus. Donc, en fait, ça dépend de ta personnalité, de ta technicité. Moi, en tout cas, de mon côté, j'aime les gros comptes. Alors, ils coûtent un peu plus cher aussi. Mais après, moi, c'est une question de toujours de risk-reward. C'est-à-dire que peut-être que ce mois-ci, ça m'a coûté 5, 6 ou 7. Mais si j'ai gagné 40, le ratio est bon en fait. Donc moi, je sais que je suis capable de faire du cash, je sais le faire et je suis pas pressé à me dire je dois les faire en 2-3 jours. Attention, j'ai des cycles courts. Moi, je vais chercher les payouts en 10-15 jours, je vais les chercher. D'accord? Mais après, je reviens sur une chose. Moi, j'ai confiance dans mon trading. C'est-à-dire que quand tu me regardes, souvent les gens me disent putain, je regarde tes lives, t'es toujours en train de rigoler ou de sourire. Ouais, parce que je sais ce que je fais, je suis jamais stressé. D'accord? J'explique que le trading, avant tout, c'est une passion et c'est quelque chose qui doit vu que ça va te prendre du temps, qui doit être du plaisir. Et comme n'importe quel sportif de haut niveau, d'abord ça passe par
le plaisir et tu vas avoir la compétence. Si tu as du plaisir, tu vas t'impliquer. Et si tu t'impliques dans quelque chose, forcément, tu es obligé, à moins que tu sois un balourd, que tu vas avoir du résultat. Tu as parlé du stress. Comment on gère le stress? Est-ce que tu fais partie de ces robots ou de ces surhommes qui ne subissent pas ou qui ne sentent pas le stress et qui sont faits pour le trading? Est-ce que si on est mal avec son stress, on sera jamais bon en trading? Moi, j'ai pas de stress. J'ai pas de stress. Alors, en tout cas, je le montre pas. Tu sais, moi, il y a une dizaine d'années, j'avais plus rien. J'ai plus de sous, plus rien. Tu sais, j'étais tout en bas. J'étais très vite en haut. Et puis, j'ai aussi des moments des retours de bâton dans la vie qui font que j'étais tout en bas. Ça, c'est des moments de stress. Tu vois, quand tu sais pas à un moment donné, j'avais un enfant. Quand tu sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ton enfant, tout ça, c'est du stress. Ouais. Quand tu as vécu des épreuves de vie et qu'à un moment donné, tu rebondis, parce qu'en fait, l'idée, c'est que on est des hommes. Je parle en homme en tant qu'homme. On a compris. En fait, à un moment donné, t'as pas le droit tu peux chialer. Tu chiales dans ton coin. Voilà, mais pas rester défaitiste, quoi. Ouais. Faut avancer. Dans la vie, il y a un livre de Stephen King qui dit « Marche ou crève ». La vie, c'est ça. C'est marche ou crève. Et ben, à un moment donné, quand tu as vécu ces vraies périodes de stress, le trading, ça peut plus être du stress. Le trading, il faut prendre de la hauteur et de la distance par rapport aux choses. Le trading, c'est toi avec toi-même. Et à un moment donné, il y a des choses plus compliquées, ou en tout cas plus importantes et plus graves qu'une perte en trading. Ouais. Il y a la maladie d'un enfant, il y a la maladie de parents. Ça, c'est du stress. Le trading, maintenant, si tu t'enlèves et que tu prends de la hauteur et que tu dis qu'est-ce qui est vraiment important ou qu'est-ce qui est grave, et là, tu dis, maintenant, le trading, c'est pas grave. Là, t'en deviens meilleur. Parce que là, tu t'enlèves une boule de la tête et un ras de la tête qui est le stress. Et donc, quand tu t'enlèves ça, parce qu'en fait, tu t'es mis devant les yeux, qu'est-ce qui était grave et qu'est-ce qui était stressant, bah là, maintenant, tu es focalisé sur une chose, la performance. Et plus la peur de perdre. Pourquoi les gens, ils n'y arrivent pas? Parce qu'ils se mettent dans la tête la peur de perdre. Ouais. Si tu t'enlèves la peur de perdre, parce que tu dis, perdre, c'est quoi? C'est perdre quelqu'un de ta famille, c'est perdre ça. Donc ça, c'est la vraie perte. Maintenant, tu vas être dans quoi? Bah, tu vas être dans, je vais gagner. Et si tu te mets dans une tête et que tu vas trader pour dire, je n'y vais pas pour ne pas perdre, j'y vais pour gagner, eh ben, tu vas voir. Tout à l'heure, je te parlais d'énergie positive. Tu vas voir que l'effet autoréalisateur, toi qui aimes bien l'économie, les cycles autoréalisateurs, tout ça, eh ben, ta mentale, ton mindset devient autoréalisateur. Je vais être bon, je vais gagner. Eh ben, on est bon et on gagne. Ouais, ok. Et pourquoi 98% des gens, tu connais ces statistiques? L'AMF dit, ils ont fait une étude là, 89% des gens qui perdent sur une étude de 4 ans, 161 millions de trades sur 160 000 clients avec une espérance négative. Je sais, je rentre un peu dans les maths, moins 10, moins 15 000 ton profil ingénieur revient. Ah, c'est chaud. Et pourquoi les gens perdent, en fait? Tu vois, t'es dans une école, on est d'accord que t'as pas 100% de réussite, ça n'existe nulle part. Tu connais d'ailleurs tes stats? Bien sûr, je les connais très bien. Cette année, on a 30% de traders qui ont des gains récurrents avec les profs firmes. Donc, si je parle comme l'AMF, parce que moi, j'adore, normalement, on devrait, quand on est focus sur le positif, on devrait parler comme ça. On devrait dire, on a 30%. Si je parle comme l'AMF, je devrais dire 70% de tes clients sont perdants. D'accord? Et l'humain adore s'attacher au négatif. Qu'est-ce qui se passe dans les 70% de personnes perdants que toi, tu as vu? Je parle pas de moi, mais qu'est-ce que toi, tu as vu qui a fait que pour certaines personnes, ils sont arrivés dans le corner des 70? Alors là, chaque chiffre, tu lui fais dire ce que tu as envie. Donc là, je vais juste te reprendre à cet égard. Aujourd'hui, l'ensemble des gens qui sortent de Xelos vont aller la plupart trader avec les profs firmes. Aujourd'hui, tu as moins de 1% des gens qui gagnent avec les profs firmes. Ouais. Aujourd'hui, on est 30 fois meilleur que la norme. C'est-à-dire qu'on a 30% des gens qui vont gagner avec les profs firmes. Les 70 autres %, c'est quoi? C'est pas des gens qui perdent. C'est des gens qui n'ont pas encore gagné. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont encore en phase d'apprentissage. Ouais. D'accord? Il faut savoir qu'avec une prof firme, tu peux perdre pendant 2, 3, 4 mois, 50 balles, 50 balles, 50 balles. Le premier payout, tu as tout rentabilisé derrière. Ouais. Et donc, le modèle, il est totalement différent. C'est-à-dire qu'il y a des phases d'incubation qui vont être plus longues. Alors, tu sais, souvent, toi, tu aimes bien ce format podcast. Nous, on fait aussi un petit podcast où tous les mois, on donne la parole à des apprenants. Okay. 1, 2 ou 3 apprenants. Et il y en a au bout de 10 mois, ils disent, ça y est, le déclic, je l'ai, et ils ont commencé à décoller. Et donc, l'idée... Mais 10 mois, faut rester quand même 10 mois dans le train. Quand aujourd'hui, il y a des gens, j'ai pris 3 stops, ça y est, hein, c'est la fin du monde. Et si je te dis que tu as la possibilité de toucher à ton rêve, tu penses que 10 mois, c'est grand par rapport à ton rêve? C'est pas moi qu'il faut dire ça, c'est à eux. Hein, exactement. Et ben en fait, à un moment donné, les gens, ils se souviennent du début de l'histoire. Pourquoi je veux faire du trading? Pour atteindre une liberté, une ambition qui deviendra mon rêve. Quand tu te remets devant les yeux ton notion rêve, tu lâches pas ton rêve aujourd'hui.
d'accord? Et donc, quand tu sens que tu es à 2 doigts d'y arriver, mais qu'il te manque quelque chose, c'est pas, ils perdent 2, 3 000, 4 000. Prof firme, ça te coûte quoi? Ça te coûte 100 balles. D'accord? On n'est pas dans quelque chose où on va toucher à ta finance personnelle pour aller donner à bouffer à ton gamin. D'accord? Ouais. C'est pas ça. D'accord? On est en train de parler de quelque chose qui est, tous les mois, je mets peut-être 200, 300 balles sur la table parce qu'à un moment donné, si je décolle, mon rêve, je le franchis. Tu vois? Et nous, c'est ça. C'est-à-dire que dans la 30% qui ont atteint ça, t'en as 70. Alors nous, comme on est une école reconnue par l'État, elle est éligible au CPF. Éligible au CPF, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent se faire former dans des formations qui n'ont pas vocation forcément à faire du trading, mais qui veulent apprendre une compétence. Donc ceux-là, bon, ils vont apprendre le trading, mais ils vont pas le mettre en application. C'est pas fait pour moi. Tu vois, voilà, ou dire voilà, j'apprends ça. Il y en a qui vont garder cette compétence pour plus tard. Tu vois, donc nous on la met dans ces statistiques. Il y en a qui vont se dire bon, écoute, qui sont pendus financièrement, et donc en fait ils vont se rendre compte qu'ils sont même pas prêts À faire un déposit ou à mettre 100, 200 balles par mois. Tu vois, aujourd'hui tu apprends en économie, il y a pas de gain sans risque. Tu es obligé d'investir pour essayer de gagner. Ouais. Il y en a qui pensent que la formation, si tu la fais financer par le CPF, c'est gratuit. Donc, tu vois, il y en a, ils sont bon, maintenant, je fais quoi? Mais on leur dit pas grand chose. Je dis, mets 1000 balles sur la table. 1000 balles sur la table, c'est quoi? C'est pour te permettre de tenir 2-3 mois en prof firme pour payer des challenges. Tu vas te prendre le premier payout plus 2000, moins 1000. C'est bon, tout. C'est reparti. D'accord? T'as truc à décoller. Voilà. Donc, en fait, ceux qui vont pas se mettre vraiment dans les bonnes conditions vont être des gens qui vont pas forcément réussir. Aujourd'hui, moi, je dirais n'importe qui, et je parle évidemment pour Xelos, mais après ailleurs, parce que moi je vais enseigner le scalping, Pierre au sein de Xelos va entrer le swing, moi je fais pas de crypto. Accrochez-vous, il faut s'accrocher à ses ambitions et à ses rêves et ne pas lâcher si on pense qu'on est dans la bonne direction. Et tout à l'heure, on reparlait. Aujourd'hui, tout à l'heure, tu disais sur Internet, le copy trading, putain, ça faut lâcher. En fait, moi, il faut que je crois en moi, et il faut que chaque personne elle croit en soi. Et après, il faut se dire dans quel bon endroit je suis pour me faire transmettre la compétence. Parce qu'en fait, il faut croire en soi. Mais si t'as pas la compétence, tu vas la choper où? Tu vas pas la choper sur YouTube. Tu vas pas la choper sur Internet parce que, en fait, il va te manquer quelque chose. Il va te manquer ces informations, comment je les agrège pour qu'en fait, mon modèle, il soit bon. Et donc, l'idée, c'est de croire en soi et de le faire par soi-même, les choses. Donc, et tout à l'heure, on parlait la vie. L'école de la vie, c'est quoi? On se fait par soi-même. Les épreuves, on les prend nous-mêmes. On enseigne cet échec. Ce qui s'est passé dans ma vie, ça rentre dans mon corps et maintenant ça fait partie de ma personnalité. Mais en tout cas, j'ai vécu tout ça moi-même. En trading, pour moi, tu dois recevoir une compétence de quelqu'un de légitime, de crédible, pour ensuite le faire par toi-même et pas dépendre d'autres personnes. Ouais. Pour moi, c'est ça mon vrai message en fait, tu vois. Parlons un peu de la France. Ouais. Comme on a parlé tout à l'heure de Marc Toiti, on a parlé de l'économie française. Tu as parlé que tu as fait une année avec un très gros gain, plus d'1 million. Cette année 2025, ouais. Comment ça se passe au niveau fiscal? Parce que les millionnaires quittent la France. Est-ce que tu prévois de quitter la France dans le contexte fiscal ici? Tu vas payer quoi? 30% de flax tax, 330 000 balles d'impôts? Est-ce que toi, tu es focus sur le verre à moitié vide ou à moitié plein en te disant, s'il y a 30% à payer, moi, je vais travailler en trading pour payer ces 30%. J'adore la France, je reste ici dans le sud de la France. Comment tu vois ça? Alors là, on est plutôt sur le côté... moi, je suis quelqu'un de très patriote. D'accord? Je suis quelqu'un de Tu votes à droite? Est-ce qu'on doit parler politique? Simple question, t'es pas obligé. Là-dessus, moi, je vote à droite. Moi, pour ma part. Si libéral droit, un peu centre droit. Moi, si tu pars du principe que je fais de la finance de marché, je suis plutôt orienté sur la droite. D'accord. Après, on a chacun nos convictions. C'est marrant de dire qu'on est patriotique aujourd'hui? Non, mais c'est pour te dire d'être patriotique. Je suis très fier d'être français. La question, est-ce que je suis fier de ma France d'hier ou est-ce que je suis fier de ma France d'aujourd'hui? C'est pas pareil. Aujourd'hui, malheureusement, la France, elle est tenue par des politiques. Et aujourd'hui, je suis pas du tout fier de ce qui se passe actuellement. Et donc, de tout ça. La France, mon pays, mon histoire. Pour moi, on a le plus beau pays du monde et la plus belle histoire du monde. Je suis quelqu'un qui suis très de droite, mais très social aussi. Aujourd'hui, le problème, c'est que le pouvoir est dans les mains de certaines personnes qui ne mettent pas en avant l'État, mais leurs disons leurs besoins personnels. Et c'est ça qui est un peu plus compliqué. Donc, c'est ça. La France, oui, mais la France d'aujourd'hui, avec ce qui se passe, non. Donc tu restes quand même en payant toujours autant d'impôts? En fait, moi, aujourd'hui, tu sais, il y a la notion de racine. La notion de racine, c'est où est-ce que tu te sens bien? Où est-ce que tu te sens chez toi? Et j'ai beaucoup voyagé et je me sens chez moi que dans un endroit, c'est qu'en France. Donc, tu as fait quoi comme pays? J'ai voyagé beaucoup. J'ai voyagé au Venezuela, j'ai voyagé aux États-Unis, j'ai habité à Amsterdam, j'ai été en Angleterre. Et j'ai fait énormément de pays. Tu te sens bien que chez toi? Et rien qui te fera quitter la France? Si on m'y chasse.
Si on te chasse. Tout simplement. Si on chasse quoi? Les entrepreneurs, ceux qui... Ouais, c'est ça. Comment tu appelles si on te chasse? Bah, si on me chasse, c'est-à-dire que en fait, ouais, c'est ce qui se passe actuellement. Parce que moi, tu vois, j'ai donc Xelos qui est une école, donc qui est l'école derrière le terme école, t'es une société. Si à un moment donné, on te donne pas d'incitation à vouloir rester et qu'on te méprise, tu vois, tout à l'heure on parlait d'arrogance, de manque d'humilité, et après il y a la notion de mépris. Un État peut maîtriser des classes sociales pour rattraper leurs conneries, tu vois, leurs conneries politiques. S'ils te méprisent et qu'ils te chassent, bah très bien, c'est que tu veux plus que j'y sois. Alors aujourd'hui, moi, mes enfants sont ici, tu vois, mais après, il existe la mondialisation, la libéralisation. On peut passer les frontières comme on veut. Bah, si on est mal accueilli ou en tout cas chez nous, on se sent plus chez nous. Je parle pas de côté immigration machin, non. Je parle chez nous de côté être bien. Être bien. Voilà, Ah ouais. on est content que tu sois là. On est content que tu sois là. Bah, très bien, on va aller quelque part où je me sens, où on m'accueille et on te fait sentir, on te fait sentir chez toi, tout simplement, tu vois. Et je le répète, moi, la France, ça doit être le brassage culturel, le brassage ethnique, le brassage mental, mais fais vivre tout le monde là, ne les braque pas les uns contre les autres, où on ne sait pas de stigmatiser le monde, alors je vais parler de moi, de le monde financier et de lui dire que c'est lui le mauvais de l'histoire, en disant, bah écoute, t'étais à 40, on te met à 50%. Tu vois ce que je veux dire? Ça doit pas être la mafia, en fait. Aujourd'hui, on doit, en tant que pays, et je le vois, plein de pays dans lesquels je vais, un de mes fils habite en Espagne, il y a le côté famille, il y a le côté, on aime, voilà, tu te sens bien, tu vois. Il faut qu'on retrouve cette chose-là en France. Mais toi, j'en parle ça, tu me dis que t'es en Suisse. Pourquoi t'es en Suisse, toi? Moi, je suis en Suisse parce que, premièrement, j'étais en France avant. Ouais. J'ai fait ma vie en France, puis la vie fait que des fois, tu as besoin de tourner des pages. Quand tu as parlé d'échecs tout à l'heure, vie personnelle, situation d'échec, plus vie professionnelle, un échec. Et en fait, je pars en Afrique. Moi, je pars en Afrique. Je travaille en Afrique centrale. Ça se passe très bien. Ça me fait un renouveau. Je suis très jeune. Hein, j'ai 24 ans à ce moment-là. Puis dans ma mission, comme je travaille à l'international, je rencontre, en tout cas, la future mère de mes enfants. Ma femme, en fait, moi, je me dis à ce moment-là, je vais te dire un truc. Je suis afro-descendant de parents congolais, passeport français. Et nous, on a le cul entre deux chaises. Parce que la France ne m'a jamais accepté comme je suis, malgré toutes les écoles que j'ai faites et tout ça, où on m'a toujours ramené un peu dans ma condition de t'es un autre. Et quand tu vas à l'international, c'est bizarre, les gens ne voient pas ça, les gens te voient, même pas qu'au Congo, à l'international, les gens te voient comme un Français. Moi, en Suisse, j'ai subi plus de discrimination, on va dire, de racisme, parce que j'étais frouze que noir. J'ai pris plus d'insultes, plus de remarques, plus de refus à l'embauche, parce que j'étais un Français, pas parce que j'étais noir. Tu vois, c'est vraiment différent. Je me suis jamais senti autant français hors de la France. D'accord. Que en France, où on me ramène à ma condition en permanence que je suis un fils d'immigré. Tu vois? Donc, moi, quand je pars en Suisse, à ce moment-là, je suis fâché avec la France. Hein. Moi, je suis fâché avec la France. Je veux plus de la France. Ça représente trop mon échec personnel. D'accord. Ça. Les gens disent que le Suisse est froid. Les gens disent que le Suisse est raciste. Moi, je serais pas Le Suisse est neutre, normalement. Le Suisse est neutre. Le Suisse est dur. Le Suisse est dur. Le Suisse est dur. Le Suisse est droit. Et le Suisse, il s'attend à l'intégration. Alors, ayant vécu en France et en Suisse, il faut vraiment s'intégrer. Là où en France, l'État n'est pas fort, la société n'est pas fort pour dire à quelqu'un qui rentre dans le pays, tu dois être comme ça. En Suisse, mon père m'a toujours dit, toi, il te fallait un pays comme la Suisse dans toute ta vie. La discipline que j'ai pas, et pourtant j'ai un père africain, pas Montessori comment j'ai grandi moi. Mais la discipline il m'a dit, la discipline que je n'ai jamais réussi à t'inculquer, la Suisse a réussi à le faire. C'est un pays qui est très dur. C'est vraiment marche ou crève. Soit droit ou dégage. Là-bas, donc, et ça, j'ai aimé. J'ai aimé cette droiture. J'ai aimé ce côté droit, ce côté truc. Et je me suis jamais même senti autant français en Suisse qu'en France. Je ne suis pas suisse du tout. Ouais, d'accord. Mais il faut... T'as retrouvé les valeurs, en fait, que tu recherchais, en fait. Ouais. Et c'est là où je me sens bien. Même si, en termes fiscal, c'est super. Donc, la vie, c'est des vases communicants. Hein. Ça n'existe pas le pays où on paye pas d'impôts. Et puis, et la vie, elle est pas chère. Et les services publics sont bien. Ça n'existe pas. C'est que des contreparties. La Suisse est un pays où les impôts sont assez faibles, au prorata, bien entendu. Mais on a un coût de la vie qui est 3 fois le prix de la France. Bien sûr.
Hein. Et quand tu es indépendant comme moi ou voilà, comme je t'ai dit, alors oui, tu peux aller vivre dans des pays, tu peux aller à Maurice par exemple, c'est super, le coût de la vie, tu vas le diviser pour moi, je vais diviser par 6, par 7 même. Oui, mais l'école des enfants, faudra payer. La santé, il faudra payer. C'est pas à chaque fois, dès que ça va pas, je fous la famille dans un avion, là, on va à la Réunion et puis on fait valoir la sécurité sociale française, tu vois, pour les dents. Tu vois, ou tu vas à Dubaï, ou tu vas en Thaïlande. J'étais à Bali, moi, il y a pas trop longtemps, le coût de la vie, mais là-bas, tu divises par 15. Ouais, mais là-bas, t'as rien. Encore une fois, on approche sur la fin du podcast. Moi, j'aime bien ta personnalité, donc je pense que ces petites questions, ces petites interrogations, là, on va parler des mythes à détruire, notamment des mythes autour de l'argent. Le premier mythe... On va parler des mythes ou des mythos aussi? Non, je fais ça. non, je fais ça, c'est ça. Alors, si tu veux parler des mythes... Non, je suis pas là. On est là pour parler de nous. On est là pour parler de nous et on est là vraiment pour se concentrer sur le positif. Alors, parlons des mythes. Le premier mythe, c'est avec l'argent. Les gens qui ont de l'argent, on n'en parle pas. C'est vrai? C'est un mythe, ça ou pas? Le mythe de l'argent. Quand on a de l'argent, on ne le dit pas. On a du mal à le dire en France. D'accord? C'est parce qu'on est dans un monde en France où la réussite, elle est pas hyper bien vue. Elle est enviée et donc elle est prise à contre-pied. Donc en fait, c'est pas qu'on ne veut pas le faire, c'est que on nous force à ne pas le faire. Moi, personnellement, quand tu réussis, quand tu as de l'argent, c'est bien, c'est pas mal de le montrer, parce qu'en fait, il faut pas forcément le montrer. Après, c'est pour acheter une Ferrari. Ouais, mais si t'aimes une Ferrari, pourquoi t'achèterais pas une Ferrari? Pourquoi tu priverais de faire, ça, tu vois? Faut pas se priver pour les gens, mais c'est quoi que t'as dit? La notion, c'est ne pas le montrer, c'est toujours garder le fait que il y a des gens qui peuvent te regarder et prendre le mauvais côté de la chose. Et donc, il faut se mettre au niveau des gens et au niveau de la vie d'aujourd'hui où il y a des gens qui ont moins de chance, il y a des gens qui ont moins réussi. Et donc, malheureusement, et ça, il faut filtrer les choses. Il faut filtrer déjà dans un point de vue de sécurité, toi-même, pour personnellement. Et puis, à un moment donné, te dire, attention, la vie, elle peut te rattraper. Et si t'en montres trop et que tu te rends compte que tu franchis la ligne, alors, c'est toi-même qui le sens quand tu franchis la ligne, tu vois, quand t'en deviens un peu plus arrogant, tu vois, quand t'es au restaurant, tu dis plus merci. Tu vois, que tout ça, que ça devient normal. Des choses qui ne sont pas normales, en fait. Ouais. Des choses où, en fait, tu ouvres une porte, t'as n'importe quel serveur, tout ça, c'est merci, c'est un sourire, c'est comme ça. Et à un moment donné, quand tu le fais plus, d'abord, tu t'en rends pas compte forcément au départ, c'est que tu franchis la ligne. Quand tu gagnes de l'argent et que tu le montres, tu vas te le montrer à toi-même, en fait, tu veux t'acheter une montre. C'est ton kiff, la montre. Si t'achètes la montre pour montrer aux autres, là, tu franchis une ligne. Et là, c'est là où ça en devient un peu répugnant. Est-ce que des fois, faut pas dépasser un peu à la limite pour revenir? Si je te parle de moi, je suis passé par là. Il fallait aussi un peu dépasser pour se rendre compte qu'en fait, non, ça ne va pas. Moi, quand j'ai ma femme qui m'a dit « Mais t'as changé ?» J'ai dit « Bah changé, je suis toujours le même. » Elle dit « Non, certains points qui étaient là, présents chez toi, ça s'est amplifié, ça s'est dégradé. D'autres, tu t'es même amélioré, mais sur certains points, on peut moins te contredire qu'avant. Avant, on pouvait te contredire. Aujourd'hui, tu supportes pas la contradiction, par exemple. Puis après, tu vois, ça fait redescendre parce que il y a des gens qui sont là pour faire redescendre. Mais des fois, je pense que un peu dans l'excès, tu vois, aller un peu dans l'excès. Alors, il y a excès et excès. Encore une fois, on parle d'extrême. Mais des fois, il faut un peu, en lingala, on a une expression qui dit que tout à bordure. Je peux pas la dire autrement. Tu sais, quand t'es avec ta voiture, tu tapes la bordure, tu tapes une jante et puis ça te remet dans le droit chemin. Voilà. Des fois aussi, la vie, ça corrige par là. Moi, j'estime que c'est important. Mais de toute façon, t'es obligé. On est là pour devenir des meilleures versions de soi-même. Donc, on est obligé de passer par les erreurs, tu vois. En fait, on va jamais blâmer quelqu'un qui en a trop montré. On va blâmer quelqu'un qui continue à le faire et qui a pas compris la leçon de ce qu'il est en train de trop faire, tu vois. On est là pour faire des erreurs. Tout à l'heure, on parlait trading et là, on parle de vie. On est là pour faire des erreurs. L'idée, c'est quand on avance, qu'on prenne la mesure de l'erreur qu'on a fait et de plus la refaire, en fait. Donc, tout à l'heure, tu dis, ta femme, elle t'a dit à un moment donné, t'as changé. Toi, tu t'es dit non. Finalement, tu t'en es rendu compte que oui et t'es revenu peut-être un peu plus simple. Bah, finalement, t'as fait l'erreur et puis t'as évolué. Tu vois, donc en fait, là-dessus, on n'est pas là pour être des personnes parfaites. On est humain. Et l'humanité est fait pour ne pas être la perfection. L'idée, c'est d'essayer de tendre le plus à la perfection. Et comment on y arrive? Bah, c'est en faisant des erreurs. Donc là-dessus, pas de problème pour moi. En tout cas, de mon point de vue. Hein. Ok. Un autre mythe du trading, les indicateurs donnent des signaux précis. Je pense que oui. Après, il y a toujours une notion de précision sous quel timing. Tu peux avoir raison ou tort au bout de 5 minutes et puis avoir raison dans 2 heures ou inversement. Donc, je pense que tout est là pour, en fait, est matière à la perfection ou l'imperfection.
Après, c'est de savoir dans quel cadre tu te mets. D'accord. Un autre mythe, encore une fois, les traders professionnels sont meilleurs que les particuliers. Ils sont plus arrogants. Ils sont plus arrogants. Ils ont une haute estime de eux. Ça vient par rapport aux études ou c'est par rapport à l'argent? Ça vient par rapport à comment on les a éduqués, par rapport aux études. Tu sais, c'est très rigolo. Vu qu'on parle finance, tu sais, il y a un truc qui est pas mal à la mode, c'est Pierre Chartier. Oui. Qui est avec la tête, avec sa tête comme ça, qui parle et qui est un trader en banque. Le gars qui m'a formé, c'est Pierre Chartier à 100%. Voilà. Donc t'as les deux. Ben voilà. Aujourd'hui, le trader pro en banque, c'est Pierre Chartier. C'est-à-dire une haute valeur, une haute estime de lui. Ouais. Et surtout, il se met au-dessus des traders retail. Alors lui, il grossit le trait, attention, c'est le Pierre Chartier, il est là pour aborder la notion de la finance avec beaucoup d'humour. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Mais le trader pro va se prendre pour Pierre Chartier. Alors que le trader retail, il n'a pas du tout à être dévalorisé. Pourtant, aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui nous montre, en tout cas l'éducation, que ceux qui sont plus évalués, plus valorisés, c'est les hauts diplômes, et ceux qui ont moins de diplômes, et pas du tout à même niveau d'équité. Moi, je dirais que la vie à la fin, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Pour moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois. Ok. Dernier mythe, et celui-là, il est un peu personnel, c'est pour moi, le Forex, ça sert à rien. Là-dessus, si ça existe, c'est que ça sert à quelque chose. Voilà. Donc, le Forex... Est-ce qu'il faut le trader? Je le trade pas. Le marché de devises, c'est un marché à part entière. C'est un marché sur lequel je trouve qu'il n'y a pas assez de volatilité pour mon type de trading. Bon, alors là-dessus, je suis très neutre. S'il existe, c'est qu'il a une utilité de mon côté, en fait. Tu vois. Ok. Est-ce que tu as connu des gens qui ont fait de l'argent dessus, sur le Forex ou pas, ou même autour de toi? J'ai même pas d'histoire à te raconter sur l'histoire du Forex. J'ai beaucoup plus d'histoires sur des gens qui ont fait de la crypto, du FUT, des indices. Forex, c'est un marché, c'est comme si tu me disais, le palladium. Bon, peut-être, oui, mais j'ai pas d'assez d'anecdotes. Le Forex, c'est les devises. C'est du CFD sur des devises. Et les CFD, c'est de la merde. Donc, pour moi, je dirais, aller trader sur le Forex, sur du CFD, autant passer sur le FUT. Moi, je dirais que t'as un désavantage comparatif à trader ce type d'actif, en fait. Alors, juste encore une fois, on approche sur la fin, t'as parlé d'histoire. T'as quoi comme histoire sympa à nous raconter, soit dans le domaine de la finance ou des belles histoires que t'as entendues, ou des histoires catastrophiques aussi, que la communauté, ou peut-être des trucs que t'as jamais parlé, dont on aimerait bien savoir. Le truc que t'as vu. Que j'ai vu, c'est alors personnellement, on reste sur la partie trading. On va rester sur la partie trading. Tu abordes ce que tu veux. Si c'est un peu financier ou un peu large, oui. Après. Tu sais, je vais te raconter une anecdote personnelle. Ouais. Alors ça fait rire que les traders, je vais te dire, tu vois. J'ai démarré mes classes moi à Amsterdam, et donc j'ai démarré avec différents traders, dont un ami à moi qui s'appelle Tarek, et puis un jour on se prend limite dans le fonds d'investissement, donc on prend notre stop sur un trou de Bund, donc le marché de 10 ans allemand, tu vois. Et donc on n'est pas bien, et puis on est dans la rue, et puis on marche dans la rue. C'était beaucoup? Non, on était junior, donc ça va être 10 000 balles. Alors, on garde la valeur de l'argent, mais on est dans un investissement, tu vois, on reste dans un... Et là, on marche on marche dans la rue et puis on parle, on dit putain, t'as vu ce qui s'est passé, on parle aux oiseaux, on appelle ça, tu vois. Et là, on parle et à un moment donné, on prend la hauteur, on dit mais t'imagines, là, on est en train de parler d'un truc catastrophique, il y a personne qui nous comprend à côté, alors on a tous les malheurs du monde sur les épaules à l'instant et on est en train de marcher dans Amsterdam et il y a personne qui comprend notre histoire qui est absolument catastrophique. Et en fait, sur ce moment-là, j'ai dit les traders, on a notre charabia, on est notre bulle, on est vraiment dans notre bulle et je pense qu'il y a personne qui peut nous comprendre, à moins de parler trading. Donc c'est peut-être pas une anecdote hyper marrante, hyper incroyable, mais c'est vraiment pour dire qu'on est vraiment déconnecté quand on fait du trading, que nos femmes nous parlent, que tout ça, qu'à un moment donné on se prend une bougie, qu'on se prend un truc. En fait, on est dans notre chose, on est dans notre passion qui nous est viscérale, tu vois, et que je me rends compte que c'est quelque chose, en fait, comme un supporter de foot qui, quand son équipe favorite va marquer un but et il va avoir une émotion qui va être décuplée et personne ne peut comprendre à moins que tu sois supporter de ce club ou dans cette passion-là. Je pense que le trading, c'est aussi ce qui va nous amener cette émotion, et cette émotion qui est singulière, qui est, certains, ça va être dans le gros trade, d'autres, ça va être dans la multiplication des petits trades, et en fait, c'est quelque chose qui est unique. Et donc, par rapport à ça, tu me disais un truc exceptionnel. Je trouve que le trading, de mon côté, c'est ces notions de sensation, ces notions, en fait, on se sent vivant.
dans le trading. On se sent vivant et singulier, seul, accompagné avec un pote parce qu'on parle le même langage, mais finalement, pour le tout à chacun, un peu un extraterrestre, en fait, tout simplement, tu vois. Très bien, c'est bien résumé. Une anecdote de gros gains que tu as vu ou de grosses pertes, de traders qui s'est détruit ou que tu as entendu, t'as quelque chose du genre ou pas, ou de belles réussites aussi, hein, de mecs. Alors de grosses pertes, c'est pas il y a pas longtemps. Tout à l'heure, je te disais la crypto. Ouais. J'ai eu beaucoup d'amis à moi qui ont explosé en crypto. C'est des mecs qui, il y a un ami à moi qui s'appelle Adrien, qui habite aujourd'hui à Dubaï. Il y a 10 ans, il m'a dit crypto. Tu vois, moi je suis à l'ancienne, je suis traditionnel. Moi, crypto, je croyais pas du tout. Blockchain, tout ça. Il est passé de 100 à 100 000 à 20. Enfin, pas 20 000 à 20 millions, tu vois. Ouais. C'est énorme. C'est monstre, tu vois, monstre. Et j'ai vu arriver. Et je l'ai vu, j'ai dit putain, pourquoi il a réussi? Parce qu'il y a cru de A à Z, du début à la fin. Ça, c'est les belles histoires. Je vois les mecs. En fait, dans la vie, quand tu crois dans tes convictions, dans tes projets, en toi, t'es obligé de réussir. C'est tout droit. T'es droit, t'y vas. Ouais. D'accord? Il y a peu importe ce qui va Voilà, passer. tu vois. Et j'ai vu ça, et puis j'en ai vu aussi d'autres. Il y a pas longtemps, sur le truc des cryptos. Je me dis, souvent, il y en a, ils me parlaient beaucoup de crypto. Tu sais, à l'école, il y a des gens, ils viennent. Bon, souvent, c'est les gens qui, au départ, viennent de la crypto parce qu'ils veulent des gros gains. Tu vois, les gros gains. Donc, forcément, tout le monde a touché à la crypto. Et ils me disent, souvent, quand je leur dis, bon, qu'est-ce qu'il faut trader? Je leur dis, la crypto, vous la laissez de côté. D'accord? C'est pas, pour moi, la crypto, c'est pas du trading, c'est de la gestion. Si tu veux, tu fais de l'invest sur la crypto, ça descend, t'en repaye, t'as pas besoin de l'oseille, tu peux le tenir à long terme, et voilà. Tu peux pas le voir en trading, intraday, tout ça. Pour moi, c'est mon avis, tu vois. J'ai invité plusieurs personnes sur la chaîne qui ont tenu le même discours que toi. Donc, c'est ça. Et puis, je crois que j'ai dû faire le cours 15 jours avant, et là, il y a le truc sur la crypto, où tous ceux qui sont en levier 2 sautent. Parce Ouais, que ça même fait, 2, c'est 50%. ça fait 50%, tu vois. Et là, j'ai vu, et là, ce qui m'a fait rire, alors c'est pas gentil parce qu'on ne doit pas rire du malheur des autres, et je l'ai pris avec hauteur. Je voyais des gens qui avaient des blogs ou des choses de crypto sur les réseaux. Et un jour, je tombe sur un, mais par hasard, où il dit, écoute, j'avais un portefeuille à 300 000, en 2 minutes, j'ai 0, tu vois. Et j'ai vu ça. Ouais, c'était des mecs, des mecs qui avaient ça, c'était leur gagne-pain, et surtout c'était leur vitrine réseaux sociaux aussi. Ouais. Tu vois, je vous montre comment en 3 ans j'ai monté ça, et comment je vous montre en 10 secondes que j'ai tout sauté, tu vois. C'est pas logique. C'est surtout que pour moi, c'est la vérité de la crypto. La crypto doit être vue comme de l'invest, comme de l'argent que t'es prêt à perdre, mais en même temps, si t'y crois, tu l'emmènes au ciel, tu vois. Ouais. Mais pas comme du trading sur lequel tu peux t'asseoir et tenir sur du long terme, ou en tout cas de la constance, parce que ce jour-là montre que même si t'es quelqu'un qui est pas forcément très risqué, juste un levier 2, j'imagine que c'est pas monstrueux un levier 2 sur de la crypto, tu peux sauter, tu dégages. Ouais, tu peux sauter, tu vois. Incroyable. On approche gentiment de la fin du podcast. Tu as parlé de tes élèves. Parlons un peu de ton organisme. Comment on appelle ça? Une école, un organisme de formation? C'est quoi? Alors au départ, tu es organisme de formation parce que tu proposes de la formation, donc comme tout à chacun. Et puis ensuite, tu dis, je veux pas juste être organisme, je veux être école. Pour être école, c'est quoi? Tu fais des programmes où tu proposes des diplômes et des certifications. Nous, on forme dans les métiers du trading, mais toutes nos formations sont reconnues par l'État. Donc là, tu peux te revendiquer école. Donc déjà, ça te fait le tri par rapport à tous ceux, parce qu'en fait, n'importe qui peut faire de la formation, en fait, si tu veux, hein, tu vois. Ouais. Mais là, maintenant, en école certifiée en France, t'en as plus que 3-4 d'un seul coup. Ok, donc t'as fait le tri pour les personnes qui cherchent à se faire former. Qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui est crédible. Donc il y a ça. Deuxièmement, maintenant on a un campus physique à Nice. Campus physique, c'est-à-dire 500 mètres carrés. C'est le bureau qu'on va dans la c'est tout là, on se revoit. Les gens ils suivent en présentiel, ils veulent le suivre en distanciel à leur rythme à eux. Tu vois, l'idée c'est que, en fait, l'idée de Xelos, c'est que je veux trader pour moi, je gagne mes sous et je gagne mes gros sous. Mais derrière, j'ai envie de le transmettre, ce putain de truc, tu vois, de se transmettre. Et de te dire, putain, il faut pas que ça tombe dans les mains de quelqu'un qui est opportuniste et qui se revendique juste organisme de formation. Non, on va aller au sein d'une école qui va être l'excellence à la française pour former les gens qui veulent en faire une activité principale et atteindre leur rêve. Aujourd'hui, les élèves, chez nous, alors tout à l'heure, on disait, il y a 30% qui arrivent en régularité. On est 30 fois mieux que la moyenne. Ok. Mais c'est pas des mecs qui vont chercher 100 balles, hein. C'est des mecs qui vont changer de life. Changer de life. Alors attention, quelqu'un qui peut gagner, qui a une ambition, qui gagne 1 500 par mois, qui va gagner grâce à son trading 3 000 balles par mois, il a changé de vie. Il change de vie. D'accord? Donc on ne parle pas d'acheter une Lambo, tu vois. C'est quelqu'un qui, en fait, va vouloir gagner en liberté et bosser pour lui, en fait, tu vois. Et aujourd'hui, comme je te disais, on a formé, on a calculé, tu sais ce qu'on a calculé? On a calculé aujourd'hui combien ont gagné nos élèves
sur l'année 2025 en prop firme. Tu l'as calculé comment D'accord. aujourd'hui? Alors en fait, on a fait les estimations parce que tu sais, tous les élèves au sein de notre réseau Discord mettent leur payout tous les jours en fait, tu vois. On est presque à 5 millions d'euros de gains Sur 2020. sur 2025 de l'ensemble de nos élèves, tu vois. Donc sur les payouts. Donc en fait, là, et on change des lives. Alors pas tous, tu vois, pas tous. Mais quand il y a une personne qui dit tiens, écoute, j'ai arrêté mon activité, maintenant je fais que ça, et ça fait 1 an et demi, hein, c'est pas juste 1 mois, ça fait 1 an et demi que ma vie c'est mon trading. Là tu changes les lives, et là nous c'est cette vocation de se dire les gens vont apprendre une compétence, essayer de l'apprendre au meilleur endroit. Endroit, c'est quoi? C'est école. Pourquoi école? Parce que c'est tamponné par l'État. Ok, donc il y a la légitimité, on enlève. Et maintenant, tout le monde ne va pas réussir, mais ceux qui se donnent les moyens, ils sont au bon endroit. Il n'y a pas d'escarmouche, allez, mets 500 sur un broker, d'avoir de trucs d'affiliation. Il n'y a pas ça. On t'apprend une compétence. Maintenant, c'est à toi à en faire bon usage de cette compétence pour peut-être arriver à ton ambition, à ton rêve. Et donc, tu t'es venu ce matin et puis tu vas venir tout à l'heure. Tu as vu? Xelos, c'est une vingtaine de personnes qui travaillent ici. C'est une team de traders complète. Donc pas juste moi avec mon képi de trader en me disant je suis le meilleur du monde. Non. Et du coup, on apprend que le scalping parce que toi, tu fais du scalping, c'est ça? Alors moi, je suis responsable du programme scalping, d'accord? Où on est 3 traders responsables. On est 4 exactement sur le programme scalping. Après, ceux qui sont plus de sensibilité sur la partie swing, analyse graphique, on a une équipe là-dessus. Et on a même une équipe crypto, pour te dire. Et moi, en fait, de mon côté, j'alterne entre le trading et les cours. Donc le matin, on alterne, il y a des cours théoriques, il y a des cours pratiques. On est une équipe assez étoffée qui permettent de faire ça. Sur le présentiel, sur les gens qui sont en distanciel. Et donc, moi, c'est la gestion. Je suis le directeur pédagogique de l'école. Donc en fait, c'est moi qui chapeaute l'ensemble des programmes. Ensuite, chacun, j'ai mon capitaine de swing, donc capitaine de ça. Puis en fait, on alterne. Et le fait, c'est pour ça qu'on peut le faire parce qu'on est nombreux. Les cours, classe, tableau blanc, sessions pratiques dans les salles de marché. Et puis ensuite, mon trading qui est finalement, je t'ai dit, c'est mon gagne-pain. Et puis c'est pas juste mon gagne-pain, c'est ma passion. C'est ma passion, simplement. Donc, il n'y a pas de style de trading prédéfini, quoi. Tu arrives et tu prends la sauce que tu veux, c'est ça? En fait, on a aujourd'hui, par exemple, on a un programme qui s'appelle Programme Prop Firm. C'est quoi? Dedans, on met le scalp et le swing. Pourquoi les gens y viennent? Déjà, et ceux qui connaissent le swing, ils connaissent pas le scalp. On dit, écoute, on va t'apprendre les deux. À la fin, tu vas voir vers lequel tu as le plus de sensibilité. Et puis derrière, c'est quoi? On a tous le même dénominateur commun. C'est d'aller avec les prop firmes, gagner avec les prop firmes. Moi, c'est ça que j'enseigne, c'est gagner avec les prop firmes. Donc, on va apprendre des technicités, le swing et le scalping, pour ensuite, ou tu apprends à le faire avec les prop firmes ou avec ton cash à toi. Donc, en fait, au départ, quand tu viens, souvent, on me pose la question, tu viens pourquoi? Je leur demande, tu viens pour faire du swing? Tu viens pour faire du scalp? Ou tu viens pour gagner de l'argent? Il dit, je viens, non, c'est vrai, je veux gagner de l'argent. Bon, viens, on va t'apprendre les deux. Parce qu'en fait, peut-être que tu vas préférer la mentalité ou tu vas avoir plus la psychologie du swing. Peut-être que tu vas te reconnaître plus dans le scalp. Et ensuite, maintenant que tu vas avoir appris les deux et que tu auras vu vers lequel tu as le plus de sensibilité, là, maintenant, tu vas appliquer celui-ci. Ou parfois, il y en a qui font des mix des deux, d'accord? Ou il y en a qui ont une propre firme FTMO pour faire leur swing et puis ils vont prendre Apex Top Tape pour faire leur scalping et ensuite aller l'apprendre avec les propres firmes. Aujourd'hui, et c'est pour ça que je me targue, moi, j'aime beaucoup parler résultats, gains. Aujourd'hui, en France, 2026, c'est factuel. Je suis quelqu'un de factuel. Je suis le numéro 1 français en gains. 1,2 million. Ouais, voilà. Toi, si tu veux être formé, t'apprends à être formé. Tu vas sur Internet. Tu vas aller où, toi? Celui où il y a le meilleur. Celui où il y a les meilleurs, en fait, tu vois. Mm-hmm. Et en fait, aujourd'hui, pourquoi il y en a peu qui vont parler de leurs résultats, tout ça? Parce qu'ils peuvent pas se targuer ça. Moi, aujourd'hui, c'est mon argument numéro 1. C'est l'argument numéro 1. Voilà, c'est ça. Tu mets l'église, elle est au centre du village. Si tu veux être formé, tu peux aller partout. Et là, tu es libre à chacun d'aller partout. Sauf que là, t'as le meilleur. Et après, maintenant, tu choisis. Voilà. Alors, mon discours, il est assez comme ça. Non, mais c'est le discours. On pourrait dire, il est un peu, il est pas très humble, machin. Ouais, mais on est sur du factuel, tu vois. Je suis numéro 2, je te dirais, je suis numéro 2, tu vois. Ouais. Voilà. Donc, je me fais payer et puis c'est moi. Et tu disais tout à l'heure que tu as aussi des élèves qui sont parmi dans les top rank aussi. Il n'y a pas que toi. Ah ouais, c'est ça, ouais. Moi, c'est ça. Au niveau des élèves, par exemple, chez Apex. Apex, de toute façon, c'est simple, c'est la plus grosse propre firme mondiale. Tu la recommandes? Je la recommande, bien sûr. Okay. Je recommande Top Step, Apex, Tech Profit, Zenith. Il y en a une dizaine que je recommande, tu vois. Et je recommande plein, toutes celles qui payent. Aujourd'hui, Apex, c'est la numéro 1. Et des futurs. Et des futurs, sur les futurs, que sur les futurs, moi, je recommande. Et tous les mois, il y a ce qu'on appelle un tableau des résultats Apex, c'est-à-dire qu'ils peuvent exporter la data des résultats. Sur l'année 2026, sur les top 10 français, on en a placé 6 dans le top 10 français au sein de Xelos. C'est-à-dire que c'est 60% du top, ça vient de chez vous. Ça vient de Xelos. Alors, c'est bien de savoir trader comme moi,
Mais ça, c'est le signe de quoi ça? C'est le signe qu'on arrive à rendre accessible et à transmettre le savoir. C'est ça qui est important. Je pourrais être bon en trading et une buse en pédagogie, bah ça te servirait pas à grand chose. Je pourrais être l'inverse, bon en pédagogie mais pas gagner un caramel, ça te servirait pas à grand chose. Là, l'idée, c'est d'avoir couplé les deux, et l'excellence en trading, et derrière le rendre pédagogique. Et en fait, le meilleur, bah finalement, le fruit de notre communication et du fait que ça marche, bah, c'est quand on voit, tiens, Cyril, il a pris 250 000 ce mois-ci, à l'année, il a pris 250 000. Emma, elle a pris 40 000 sur l'année. Ça, c'est ça notre vraie carte de visite, c'est les élèves qui réussissent. Nous, en tout cas de mon côté et l'équipe, la team. Alors la team, c'est moi, je vais te dire, je vais gagner 1 million de cette année. Toute la team, c'est entre 150 et 300 000 à l'année quand même. Ça, c'est pas petit sous aussi. Ouais. C'est légitime d'abord. Tous à notre niveau, on est légitime. Et ensuite, bah, c'est les élèves qui arrivent et c'est chacun des belles histoires à leur moindre mesure. Au montant qu'ils peuvent mettre sur la table, 100 balles par mois, 200, 500, 1000. Il y en a, ils mettent 10 000 sur la table. Bah, ils mettent 10 000 et ils vont chercher 200 000. C'est disons le risk reward aussi, tu vois. Alors comment on intègre cette école dont tu vantes les mérites là sur ces 10 Bah là tu vas c'est pas une publication sponsorisée hein, j'ai pas été non parce que je connais les gens dire ouais lui il a parlé Toto il est là-bas. Non, moi je suis vraiment allé on m'a dit d'aller rencontrer un passionné de trading, donc c'est pas une publication sponsorisée. Moi, je suis pour partager. Vous savez, sur la chaîne YouTube, on a invité beaucoup de gens. On a invité des gens de Dubaï. Là, on a invité des anciens de banques. On a invité des anciens de Goldman Sachs. Aujourd'hui, on a le numéro 1 français en propre firme. Comment on intègre? Bah, tu vas sur Google, tu tapes Xelos. Alors, il y en a plein, ils disent Xelios. C'est Xelos. Xelios. Ouais, je sais. Tu demandes à ChatGPT quelle est la meilleure école de trading en scalping en France. Tu peux le faire, tu vois. C'est pas ça sort. GPT. Je sais. J'ai des gens qui l'ont fait. Et voilà, tout simplement. me demander. Voilà. Et puis après, tu nous trouves dans le CPF parce qu'en fait, tout à l'heure, je te disais école. École, en fait, on est tous les salariés aujourd'hui, ils cotisent au CPF. C'est un droit à la formation. Tu peux te faire former en électricité, en plomberie, quel qu'il soit. Et aujourd'hui en trading. Et tu vois. Et donc, tu nous trouves facilement. Tu vas sur YouTube, tu regardes. Bon, je sais pas, est-ce que ça vaut? Tu vas sur la chaîne YouTube, tu parles Xelos et puis tu vois ce qu'on fait. Tu vois, tu rentres en immersion au sein de nos lives de trading. Tu nous trouves en tapant sur Google, sur YouTube, Xelos. Tu nous vois un petit peu partout et puis tu te fais Là, moi, je suis un petit peu là une figure de proue. Je parle avec sans langue de bois. Je suis quelqu'un qui suis très factuel dans les chiffres. Je me cache pas derrière mon petit doigt. Quand ça va, je le dis. Quand ça va pas, je le dis aussi. Et puis après, t'aimes la personnalité ou pas. Ça, c'est à toi, à ton libre arbitre. Mais surtout, tu dois aimer juste une chose, c'est aller vers le meilleur pour toi. Et après, c'est chacun qui fait son libre arbitre, en fait. Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Tu es présent sur les réseaux sociaux ou pas? Je suis présent, mais je regarde pas trop mes réseaux. Moi, c'est ça. Ouais. J'ai posé la question, mais j'avais déjà. Non, tu vas sur Xelos, en fait. Voilà, Xelos. Si on veut te suivre, on te suit sur YouTube. Tu live tout. Ouais, tous les jours de 15h30 à 16h30, on fait un live. Alors, le matin, c'est le live de Pierre, donc c'est le Keep Swing, à 9h30. Et 15h30, 16h30, tous les jours, je traite devant tout le monde. Voilà. Mais pourquoi tu traites tous les jours? T'es pas fatigué? Moi, il y a des jours, j'arrive pas à trader. Il y a des jours, vraiment, je me lève le matin, aujourd'hui, j'ai pas envie. Tout à l'heure, on parlait de discipline de vie. C'est ma discipline de vie. Okay. C'est-à-dire qu'à 15h30, il y a des gens, en fait, les gens qui suivent notre programme en distanciel, ils ont une phase d'autonomie et ils ont besoin de se sentir encadrés. À 15h30, ils se connectent tous sur le live et au moins, ils savent que je suis là. Ils vont pas copier mes trades. Ils ont besoin de la boussole qui va les rassurer. En fait. Et donc, si je viens pas, ça veut dire que ceux-là, je les plante aujourd'hui, tu vois. Donc, non. Et les jours où je suis pas là, je suis remplacé par quelqu'un de mon équipe, en fait. D'accord. On a le côté boussole. Les jours où tu n'es pas, donc il y a quand même des jours où toi t'es pas là. Ouais, bien sûr, bien sûr, ouais. Non, ouais. je parle pas de l'organisme, je parle de toi, la personne. Ah oui, non, moi, il y a des jours où je trade pas, il y a des jours où je suis en vacances, il y a des jours où Il y a des jours aussi où tu ne trades pas parce que t'as pas le mental ou t'as pas l'énergie. Par exemple, aujourd'hui, c'est le FOMC, je vais quasi pas trader cet après-midi. Je vais le faire le live pourtant. Ouais. Je vais le faire pour que les gens, je vais leur dire, faites attention aujourd'hui, il y a le FOMC à 20h30, tu vois. C'est important. J'ai dit trader, hein. Trader, ouais. C'est important que je me mette mon hygiène de vie de trading, en fait, tu vois. J'ai un mois de vacances en août, j'ai 15 jours en décembre, je souffle. Ouais. Le reste, le trading, ma journée du mardi est la continuité de mon histoire du lundi. Je veux pas couper mon histoire. J'ai le week-end pour me relaxer. Le week-end, les marchés sont fermés. Souvent, j'entends, les gens, ils sont contents, ils entendent que le CMI va peut-être ouvrir le week-end. Non, je veux pas, moi. Je veux pas que le CMI l'ouvre. Je vais être en vacances mon week-end, tu vois, s'il te plaît, là. Sinon, je vais devoir continuer mon histoire le samedi et le dimanche. Donc non, voilà, je m'évertue pour ceux qui suivent leur programme en distanciel, en plus de tout leur programme, d'être là tous les jours avec eux à 15h30. Ok. Voilà. Très bien. Et tu gères ça comme ça et ça se passe. Et je gère ça et les gens voient. Et ce qui est important aussi, c'est rare pour le souligner, c'est quand je démarre mon live et que je démarre des positions, jamais je coupe une position hors live.
C'est-à-dire que parfois, j'attends, mon live va durer 1 heure. Ça arrive qu'il dure 4 heures. Parce que je ne couperai pas ma position. Je ne couperai pas le live tant que ma position n'est pas terminée. Les gens veulent voir le début et la fin de l'histoire. T'as pas des enfants? Si, mais parfois, c'est ma femme qui va aller chercher tout ça. Ça ne coupe jamais le live si ma position n'est pas terminée. Donc, t'as tout le fil de l'histoire et il n'y a pas de truc où, les amis, bon, je vous en parlerai demain. Non, tu verras la fin du trade. Et même si je suis mal embarqué, en fait. Ok. Voilà. Ah, c'est intéressant. Moi, ça, je le fais pas parce que j'ai horreur de tirer mentalement. J'ai horreur de tirer un trade. Moi, dans ma vision du trading, je vais dire un peu que je trade comme t'as parlé de discipline. Et du coup, moi, ma discipline, j'ai un trading block. J'ai un trading block. Les enfants sont très en bas âge. Ils sont pas, j'ai le grand qu'à 15, mais le reste sont très en bas âge. Et par rapport à l'organisation de la vie familiale, pour l'avoir fait plusieurs fois, j'ai horreur maintenant d'avoir le trading. Tu sais, quand tu dis t'es en live, j'ai horreur d'avoir le trading qui vient empiéter comme ça dans la vie familiale. De temps en temps, une fois, ça peut arriver, mais je veux dire que ça arrive de façon répétitive. Donc, en fait, j'ai un peu des horaires blocs. J'ai un bloc aux alentours de 16h30, 17h. Si je vois que j'ai rien, que j'ai pas pu faire, déjà, si je peux faire ma session avant, moi, je sors. Ça, c'est ma discipline. Moi, si j'ai un de mes parents qui fait une crise cardiaque pendant la session américaine, je le saurai à la fin du bloc. Je suis pas joignable. Genre, je vais rien changer. J'habite en Suisse, je suis loin, j'ai mon père qui est au Congo, je peux rien faire à 3 heures près. Donc, c'est pas grave. Mais j'ai un téléphone d'urgence qui ne doit que sonner s'il y a une urgence vitale à 1 heure. Donc, si c'est une urgence vitale à plus d'1 heure. Ah, c'est marrant, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Alors, moi, j'ai un discipline, j'ai un bloc. Voilà. Donc, comme je dis, ma mère, si elle doit faire une crise cardiaque, c'est avant 14h30, après 17h. Le côté ingénieur reprend le dessus, là, tu vois. Dans mon blog, et je sais, j'ai déjà dit, je me suis fait insulter pour ça dans les commentaires, mais c'est pas grave, c'est ma vision, c'est mon blog, c'est ma discipline. Mais, par contre, pareil, passer une certaine heure pour ne pas empiéter sur la vie familiale, peut-être quand je serai un peu plus vieux, dans une dizaine d'années, quand les enfants seront peut-être un peu plus indépendants, peut-être que je tirerai un peu plus mais pour le moment, ça me dérange pas, et surtout, moi, je fais un trading qui est bien pour moi. Tant que tu restes une personne intègre et que avec les bonnes valeurs, tu vois, on peut pas plaire à tout le monde aussi, tu vois. On peut pas plaire à tout le monde, on n'est pas forcément en adéquation avec tout le monde. L'idée, c'est toujours de le faire en fonction de toi, en fonction des bonnes valeurs et des bonnes raisons, tu vois. Donc là-dessus, je suis raccord avec toi. Merci. Merci en tout cas de m'avoir invité parce que j'ai été invité. Normalement, c'est moi qui invite les gens, mais c'est toi qui m'as invité. Je sais pas ce que vous en avez pensé de notre invité dans la communauté. Normalement, je mets toujours un commentaire, mais est-ce que vous voulez le revoir? Si oui, dites-le dans les commentaires. Je sais pas de quoi on va parler parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé un peu d'argent. T'as osé parler d'argent. En tout cas, vraiment, j'insiste. Merci pour l'invitation. Merci pour ton passage sur Money Talk. On a aussi une petite partie vlog sur la journée d'aujourd'hui. Je pense que c'est le podcast qui va sortir en premier, puis après le vlog, enfin je sais pas, ça je verrai avec mon équipe. Tu gères, c'est toi. Là-dessus. En tout cas, vous savez que sur Money Talk, on est les bienvenus. En même temps, maintenant, on diffuse sur Spotify. Pour ceux qui nous écoutent, on vous remercie de vous abonner. Pour ceux qui sont sur YouTube, sur la gauche, ici, vous trouverez des vidéos qu'on a déjà faites parce que je dis tout le temps, c'est le plus important. Il faut comprendre les choses et on a changé la phrase sur cette nouvelle saison de Money Talk. C'est plus un bon entrepreneur apprend toujours. On la met à la poubelle, ça c'est l'ancien temps. Maintenant, on dit autre chose. Le marché ne récompense pas celui qui clique vite, mais celui qui comprend lentement. Je t'en mets 3 ta Lucine, 3 points Steph Curry, 3 points Steph